Donc bonsoir à toutes. Merci à toutes pour vos petits mots de bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un de mes sujets de prédilection avec la ménopause. On va parler d'incontinence urinaire, de fuite urinaire. Donc, j'ai pas mal de choses à vous partager. C'est une toute nouvelle conférence. Voilà, elle est toute nouvelle. Je voulais vraiment prendre le temps dans cette conférence ce soir de bien vous expliquer tous les mécanismes, tout ce qui se joue au niveau de l'incontinence urinaire, de casser pas mal d'idées reçues qu'on a, et puis surtout de vous expliquer comment on peut retrouver du confort, parce que c'est la bonne nouvelle du soir. Il y a des solutions, il y en a plein, mais encore faut-il savoir exactement dans quelle catégorie on se positionne par rapport aux incontinences, parce qu'il y a plusieurs catégories, et en fonction, on ne va pas traiter de la même façon. Et donc, ça va être tout le sujet de ce soir. Donc, voilà un petit peu. Il y a déjà plein de monde, donc c'est cool. Je suis contente que le sujet vous parle et vous intéresse. Je vais vous partager mon écran et comme ça, on va pouvoir tranquillement commencer. Je vous ai préparé une présentation pour avoir un fil conducteur par rapport à tout ce que je veux vous partager ce soir. Donc, le sujet de ce soir, c'est les fuites urinaires, l'incontinence urinaire. Juste avant d'aller un peu plus loin, je prends 2 minutes pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, donc je vais aller vite. Mais pour les personnes qui me découvrent et pour qui c'est la première conférence avec moi ce soir, bah déjà bienvenue. Vous allez voir, c'est cool, ça va bien se passer. Je m'appelle donc Alexia Cornu, je suis coach sportive, experte en physiologie de la femme. Ça fait 16 ans que je fais mon métier. Je l'ai pratiqué en présentiel pendant plus de 10 ans aux États-Unis et en France. Et c'est aux États-Unis que j'ai décidé de me former à tout ce qui était rééducation abdominopelvienne, puisque là-bas, les femmes que j'accompagnais, eh bien, n'avaient pas de rééducation parce que aux États-Unis, contrairement à la France, ça fait pas partie de l'accompagnement en postpartum. Donc les femmes retournent comme ça faire du sport. Et donc je me suis retrouvée avec beaucoup de femmes que j'accompagnais qui avaient des gros troubles au niveau du périnée et au niveau de la vessie. Et donc, je me suis dit, bon, on va aller se former. Et donc, j'ai été suivre des formations donc, aux États-Unis, au Canada. Je me suis également formée en France et je continue de me former tous les ans en allant sur les congrès kinés, sur les congrès sage-femme, etc., pour actualiser mes connaissances et pouvoir vous proposer ce soir eh bien, les dernières recommandations en termes de périnée et également de vessie, parce que vous allez voir que quand on parle d'incontinence, on a tendance à faire le rapprochement périnée. Or, il y a aussi beaucoup de choses par rapport à la vessie et il y a aussi beaucoup de choses par rapport aux hormones. Donc, on va vraiment prendre le temps ce soir eh bien, de construire tout ça pour pouvoir avoir toutes les infos dont vous avez besoin pour pouvoir derrière prendre soin de votre santé au sens large. Donc voilà un petit peu, ça fait maintenant la 6e année où je propose des accompagnements en ligne, tout simplement depuis le Covid au final, où je suis passée sur des accompagnements en digital à ce moment-là, parce que mon activité professionnelle à domicile a été stoppée pendant la pandémie. J'étais aux États-Unis à cette période-là, et donc j'ai commencé à développer à ce moment-là mes accompagnements que je faisais en présentiel, eh bien, je les ai faits en ligne, et finalement, eh bien, je ne suis jamais retournée en présentiel. Entre-temps, j'ai eu la chance de pouvoir écrire des livres, dont le petit dernier, je me mets à la musculation, sur lequel il est aussi question de périnée. Et puis celui qui est le plus en lien avec tout ce dont on va parler ce soir, c'est celui-ci. C'est le guide santé des femmes que j'ai coécrit avec Julie Cantourné, qui est experte en prolapsus et tout ce qui est santé de la femme aussi. On a écrit ce livre à 4 mains où on parle justement de toute la physiologie de la femme, de tous les troubles qu'on peut avoir autour de la vessie du périnée. Et donc ce soir, je vous fais une conférence pour vous donner toutes les infos sur ce sujet-là. Pour profiter de la conférence à fond, je vous invite à couper vos micros pendant la conférence, comme ça permet aux autres de pouvoir mieux entendre. Également, de prendre des notes parce que je vais partager beaucoup, beaucoup de conseils et donc beaucoup d'infos. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, même si vous avez le replay qui est disponible. Et surtout, si vous avez des questions qui vous viennent pendant ma présentation, écrivez-les pour ne pas les oublier. Comme ça, je prendrai le temps à la fin d'y répondre.
D'accord? Essayez d'être le plus possible au calme, parce que je parle assez vite et je donne beaucoup d'infos. Donc, pour rester avec moi, pour rester concentré, pour pas décrocher, essayez au maximum d'être au calme, de ne pas avoir la télé à côté qui est allumée, etc. pour pouvoir vraiment vous concentrer sur ce que je vais vous partager ce soir, parce que c'est très important et il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont au courant de tout ça. Donc, soyez attentives. Alors, souvent, les idées reçues. Les idées reçues qu'on va avoir par rapport justement aux incontinences urinaires, ça va être que c'est à cause des sports à impact. Donc, on pense souvent aux sportifs de haut niveau qui ont des fuites à l'effort. Des fois, on voit des vidéos de femmes qui soulèvent des poids très, très lourds, qui ont des fuites à l'effort. Et on se dit, bah oui, en fait, c'est la course, c'est le trampoline, c'est les exercices très, très difficiles qui génèrent des incontinences. Et on va voir ce soir que non, pas forcément. Ensuite, on a tendance à, et ça, c'est des femmes que j'ai accompagnées qui me l'ont dit, en consultation, on leur a dit, c'est normal, madame, vous avez eu plusieurs grossesses, c'est tout à fait normal. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une nuance entre le côté normal et le côté fréquent. C'est-à-dire, oui, c'est très fréquent qu'il y ait des femmes en postpartum ou des femmes qui ont eu plusieurs grossesses qui ont des troubles du périnée. Donc, quand on regarde les stats, c'est très fréquent. À aucun moment, c'est normal. D'accord? Et encore moins quand ça vient d'un professionnel de santé. Donc, si on vous a dit que c'était normal, c'est parce que la personne n'avait pas connaissance qu'il y avait des solutions. Donc, on ne va pas lui en vouloir, mais ce soir, vous le savez, il existe des solutions. Ce n'est pas normal et aucune femme ne devrait vivre avec des incontinences, qu'elles soient urinaires ou anales. Ensuite, on entend souvent aussi à la ménopause, le corps se relâche, donc le périnée est plus faible. On va le voir ce soir. À la ménopause, effectivement, il y a des facteurs qui peuvent aggraver ou déclencher des incontinences, mais d'une, il y a des solutions. Et de deux, ce n'est pas systématique. Et on va le voir aussi, ce n'est pas une question de périnée qui n'est pas assez tonique. Ce qu'il faut, et on le verra tout à l'heure, c'est certes une certaine tonicité, mais accompagnée d'une certaine élasticité. Et on va en parler, les périnées qui sont trop toniques sont tout autant dysfonctionnels que les périnées qui ne le sont pas assez. D'accord? Donc, on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça pour que vous ayez les bonnes infos. Dans la première partie, je vais vous parler des fuites urinaires d'effort, quand le problème est surtout une question de pression abdominale. Et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Alors, les fuites urinaires d'effort, ça va être les fuites urinaires qui interviennent quand il y a de la pression. Donc, c'est ce qu'on va voir. La définition, ça va être une fuite provoquée par un effort ou un impact ou une augmentation de la pression abdominale. C'est-à-dire que quand vous avez des incontinences sur une toux, sur un fou rire, sur un éternuement, c'est considéré comme une fuite à l'effort. De même, si c'est en courant, en sautant ou en faisant un mouvement brusque ou en chutant, par exemple. D'accord? Donc là, on va s'arrêter un petit peu sur ce type d'incontinence, appelée donc incontinence à l'effort. C'est très, très important que vous gardiez en tête que l'augmentation de la pression abdominale est un élément clé puisque ça va être comme ça qu'on va pouvoir en partie diminuer ces fuites à l'effort. Donc, quels sont les 4 piliers du système de continence? Vous avez, dans un premier temps, la vessie. La vessie qui doit stocker à basse pression. Donc, ça veut dire qu'en gros, votre vessie, elle va se remplir progressivement. Et donc, plus elle va se remplir, plus elle va monter en pression. Le détrusor, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, c'est le muscle qui entoure la vessie. Et chez beaucoup de femmes, il se contracte au mauvais moment. C'est-à-dire que normalement, le détrusor, il doit se contracter quand la vessie, elle commence à être pleine. Or, chez des femmes, le détrusor se contracte alors que la vessie n'est absolument pas pleine. C'est ce qu'on verra dans la seconde partie quand on va parler des urgences urinaires et des incontinences
urinaires d'urgence, ce qu'on appelle les urgenturies. Ensuite, vous avez l'urètre. Donc l'urètre, là où vont s'évacuer les urines, qui doit garder une pression de fermeture suffisante. Et il arrive parfois qu'il y ait une instabilité urétrale qui, du coup, fait qu'on a des incontinences mécaniques. D'accord? Et enfin, on a le système de soutien qui doit résister aux pressions. Donc, aux pressions abdominales, c'est-à-dire tout, éternuement, quand vous avez un impact, etc. D'accord? Donc, le périnée, pour vous resituer, le périnée se situe dans le système de soutien. Il est ici. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que le périnée qui est en jeu. D'accord? On a la vessie, on a le détrusor, on a l'urètre et on a le système de soutien. Donc, les fascias, les ligaments, les tissus de soutien, en gros, le périnée et tout ce qui l'accompagne en termes musculaires, tissulaires et tout son système ligamentaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le système de continence. Ensuite, cette logique d'évacuation globale, elle est au cœur des recommandations modernes qui ne réduisent pas l'incontinence à un seul muscle. Et c'était important pour moi de commencer à vous rappeler comment fonctionne votre système de vidange vésical, puisque beaucoup trop souvent, on a tendance à associer l'incontinence à un déficit musculaire du périnée. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est que le déficit musculaire du périnée peut être un des éléments, mais que c'est loin d'être le seul. C'est très loin d'être le seul. Alors, on va aller un petit peu plus en détail d'un périnée qui est dysfonctionnel. Un périnée qui est dysfonctionnel, ça va être à la fois, ça peut, alors soit vous pouvez cumuler certaines choses, ou alors ça peut être juste un de ces éléments-là. Mais en gros, un périnée qui est dysfonctionnel, ça va être donc soit un déficit de force, c'est-à-dire que vous avez la pression qui va être générée par le diaphragme au niveau, par exemple, d'une toux, d'un éternuement, etc., vous allez avoir de la pression qui va être générée, qui va augmenter au niveau du caisson abdominal. Et si le périnée, il n'a pas la force suffisante, il ne va pas gérer ces pressions abdominales. Je fais juste un mini arrêt ici pour vous expliquer un petit peu l'importance de de la pression abdominale et du caisson abdominal, parce que c'est aussi un des éléments clés. On dit souvent, du coup, et c'est ce que je vous ai dit dans la première partie, qu'au final, ce qui fait que le périnée, il va subir des pressions trop importantes qu'il ne va pas être capable de gérer, c'est un déséquilibre au niveau de votre centre du corps. Il faut savoir que votre périnée, qui vient en fait soutenir vos organes pelviens, donc la vessie, le rectum et l'utérus, c'est vraiment un muscle qui tapisse votre petit bassin. D'accord? Et il vient soutenir. C'est aussi un muscle postural, c'est-à-dire que votre périnée, il est le muscle de maintien de toute votre posture. Donc, quand on a des troubles du périnée, très souvent, on a des lombalgies chroniques, ou alors on peut avoir des pubalgies, on peut avoir vraiment des troubles au niveau du bas du dos, parce que vu que le périnée stabilise la posture, stabilise le petit bassin, quand il est pas solide, ça peut générer des ajustements et des surcompensations au niveau du dos. Votre périnée, donc, qui est en bas, travaille en synergie avec d'autres muscles. Il n'est pas isolé. Il n'est pas tout seul dans son coin. Il travaille avec vos abdominaux profonds, le transverse, d'accord? Il travaille avec le diaphragme et il travaille avec les multifides, qui sont les muscles posturaux au niveau de votre dos, au niveau de votre colonne vertébrale. Comprenez bien que faut imaginer que le tronc de votre corps, c'est comme une canette. Le chapeau en haut, c'est votre diaphragme. Le socle, c'est votre périnée. Et ensuite, vous avez les muscles qui font tout le tour de votre corps, qui sont transverses, multifides. D'accord? Et vous avez par-dessus oblique interne, oblique externe, et vous avez les grands droits au niveau des abdominaux. Mais donc, vous avez vraiment ce centre du corps qui travaille en synergie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous inspirez, vous avez votre cage thoracique qui va prendre plus de place et vous allez avoir le diaphragme qui va se détendre. D'accord? À l'inspiration, le diaphragme prend plus de place. Le périnée, qui est synchronisé avec votre diaphragme, à l'inspiration, descend naturellement. Et à l'expiration, votre diaphragme se
recontracte pour expulser l'air. J'expire, le diaphragme se contracte, il remonte. En même temps qu'il remonte, il aspire le périnée. Donc, à chaque fois que vous inspirez, votre périnée s'étire naturellement. À chaque fois que vous expirez, votre périnée se contracte naturellement. Et tout ça, ça fonctionne bien à partir du moment où votre posture est correcte. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, notre posture, elle est souvent avachie. On est souvent un peu tordu, on est souvent un peu sur le téléphone, on est tout le temps un peu mal positionné. Ce qui fait que notre buste, il n'est plus dans une position d'autograndissement. Et ça génère que les muscles du dos et du ventre se ramollissent, on perd de la tonicité abdominale, on perd de la tonicité dorsale à cause de mauvaises postures. Et ça vient faire que le périnée, d'une, il n'est plus dans une bonne position parce qu'on n'est plus en autograndissement. Et de deux, le fait que les muscles du tronc ne sont plus solides, ils viennent plus faire leur travail d'amorti quand il y a de la pression qui arrive du diaphragme. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne posture et que vous avez les muscles des abdominaux qui sont toniques, quand vous toussez, quand vous éternuez, vous avez une protection naturelle. Votre transverse vient absorber l'impact qui vient au niveau du diaphragme. Et parce que vous avez une bonne coordination entre ces muscles-là. Mais quand vous avez une mauvaise posture, quand vous perdez cette coordination, à chaque fois que vous toussez, que vous éternuez, que vous faites un saut, un impact, vu que les muscles posturaux ne soutiennent plus, c'est votre périnée qui prend tout l'impact. Donc, quand le périnée il commence à dysfonctionner, c'est que ça fait un moment que la posture et que les muscles posturaux ils sont plus toniques. Parce qu'au final, c'est le dernier rempart. Et donc, c'est pour ça que la gestion de vos pressions abdominales va être la clé pour soulager le périnée et le remettre dans sa fonction. Ce qu'on va chercher, c'est à recoordonner tout ce petit monde. Est-ce que vous avez tout compris ce que je viens d'expliquer sur le fait que le périnée travaille en synergie avec le diaphragme et les muscles posturaux, que quand les muscles posturaux n'assurent plus leur rôle, le périnée, il est mis à mal. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ça? Ouais. Donc, maintenant que vous avez compris qu'il y a vraiment une question de tonicité posturale et de pression abdominale, effectivement, quand le périnée prend toutes ces pressions qui viennent du diaphragme, et bien du coup, il peut dysfonctionner et c'est ça qui va amener à la fuite. Ensuite, il y a un déficit de timing et de coordination. C'est très important. Je vous ai parlé de l'importance du travail en synergie entre le diaphragme, les abdominaux profonds, les muscles du dos et le périnée. Et parfois, les muscles, ils sont suffisamment forts, mais ils sont décoordonnés. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les remettre dans la fonction pour recréer une coordination au niveau de ces muscles-là. On peut avoir un déficit d'endurance, c'est-à-dire que votre périnée, sur une courte durée, par exemple les premiers éternuements, les premières toux, etc., il n'y a pas de souci. Et puis quand ça fait plusieurs jours que vous êtes malade, que vous toussez, que vous éternuez, là commence à y avoir des fuites. Donc dans ce cas-là, c'est un déficit d'endurance. D'accord? Sachant que le périnée est un ensemble de muscles aussi. Il n'y a pas que des muscles, hein. Il y a des tissus, des ligaments, etc. Mais il y a des muscles. Donc, il faut travailler aussi son endurance pour qu'il tienne et que, bah, voilà, que si vous êtes fatigué, si vous avez plusieurs toux, plusieurs éternuements, que vous ne vous retrouviez pas à subir, du coup, des fuites. Ensuite, vous avez l'hypertonie. Et ça, c'est très important parce que moi, il y a énormément de femmes que j'accompagne qui ont des problèmes d'hypertonie. C'est-à-dire que le périnée, quand elles vont voir la sage-femme ou la kiné, on leur dit, mais votre périnée, il est tonique, il n'y a pas de souci. Oui, il est tonique, mais il ne sait pas se relâcher. Souvent, les femmes qui sont très stressées, qui ont peur d'avoir des fuites, qui sont toujours un peu tendues, qui ont souvent des nœuds au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, parce qu'elles sont tout le temps comme ça, c'est très très fréquent qu'elles aient aussi un périnée comme ça. Et le périnée, comme tous les autres muscles du corps, pour fonctionner correctement, il faut qu'il soit tonique, mais qu'il ait aussi une certaine élasticité. S'il est tout le temps sollicité, il ne va pas être capable de se tonifier et de se contracter au bon moment. Donc, très, très important, vous gardiez en tête que votre périnée, vous voulez qu'il soit tonique, vous voulez qu'il soit réactif, vous voulez qu'il soit endurant, mais vous voulez aussi qu'il soit capable de se détendre et de se relâcher quand c'est le moment de se détendre et de se relâcher. Donc, un périnée qui est trop crispé,
bah, il n'est pas forcément fonctionnel et il peut avoir exactement les mêmes troubles qu'un périnée qui n'est pas assez tonique. Ensuite, les troubles de synergie avec les abdominaux profonds, le diaphragme et le plancher pelvien. Donc bah là, c'est quand il n'y a pas un bon engagement des abdominaux au bon moment quand il y a des pressions. Du coup, c'est le périnée qui va prendre tous les impacts et il n'y a plus de synergie, il n'y a plus de coordination entre la respiration, le diaphragme et du coup le périnée. Ça peut être une altération du soutien conjonctif. Donc là, ça peut être par exemple les attaches au niveau musculaire, au niveau tendineuse, les fascias aussi, ou alors une mobilité urétrale. On en a parlé tout à l'heure, l'urètre. Quand il y a une instabilité de l'urètre, on peut avoir un périnée qui fonctionne bien. S'il y a une instabilité urétrale, on peut avoir des incontinences liées à ça. Les traumatismes obstétricaux, qui peuvent générer un dysfonctionnement périnéal s'il y a d'énervation, lésions musculaires, avulsion, étirement trop profond. C'est bien de faire des étirements du périnée, mais là, on est vraiment sur un traumatisme d'étirement, d'accord? Les pressions chroniquement mal gérées. Et donc ça, pareil, c'est clé, notez-le bien, parce qu'on ramène beaucoup trop souvent les troubles du périnée à la ménopause et la grossesse. Or, savoir que la majorité en pourcentage des troubles du périnée, c'est lié à des allergies chroniques et à de la constipation chronique. Il faut savoir que 40 poussées à la selle, c'est un accouchement physiologique. 40 poussées à la selle, c'est un accouchement physiologique. Je vous laisse imaginer les dégâts d'années de constipation chronique sur votre périnée. Mais il y a des solutions, d'accord? Mais juste que vous en preniez conscience. L'atout, donc voilà, ça je vous en ai parlé. Les sports d'impact mal tolérés, parce qu'en fait, les sports à impact ne sont pas mauvais pour le périnée. Au contraire, peuvent être intéressants. Mais quand c'est mal toléré, parce qu'il y a une condition physique générale qui n'est pas présente, qu'on fait de la course à pied, mais qu'on ne fait pas de renforcement musculaire pour le bas du corps, qu'on ne fait pas de gainage, par exemple, très typique chez les femmes que j'accompagne, effectivement, dans ce cas-là, je ne vais pas recommander de faire de la course à pied. En revanche, si on fait de la course à pied avec du renforcement musculaire général et un travail postural de gainage et une bonne technique de course, dans ce cas-là, ce n'est pas délétère pour le périnée. J'ai ma maman qui s'est remise à la course à pied après 60 ans, elle n'avait jamais couru de sa vie, son périnée va très bien. Mais par contre, on a fait en sorte qu'elle ait la musculature au niveau des muscles sollicités pour la course à pied pour ne pas abîmer son périnée. Donc le problème, ce n'est pas les sports à impact, le problème, c'est quand notre condition physique n'est pas adaptée pour tolérer les impacts qu'on va mettre. Parce qu'au-delà de ça, d'avoir des impacts sur le périnée, quand ils sont bien gérés, c'est plutôt intéressant parce que ça va l'obliger à s'ajuster et donc ça va le faire travailler au quotidien, ce qui est très bien aussi. Ensuite, vous avez le gainage mal exécuté, les abdos mal exécutés. On me dit souvent, est-ce qu'il y a des exercices d'abdominaux interdits pour le périnée ou des exercices d'abdos qu'il ne faut surtout pas faire? On a entendu parler que les crunchs, c'était très mauvais pour le périnée, etc. Je vais vous le dire très franchement, il n'y a aucun exercice d'abdominaux déconseillé à condition de maîtriser l'engagement de son transverse et de faire des exercices qui sont adaptés à notre niveau. Quand on fait des exercices qui ne sont pas adaptés à notre niveau, on va générer davantage de pression qui vont générer derrière des impacts et de la pression sur le périnée. Parce qu'on n'arrivera pas à gérer la pression au niveau des abdos. Et toute pression abdominale qui n'est pas gérée se répercute sur le périnée. Donc, effectivement, quand on fait des exercices d'abdominaux qui ne sont pas à notre niveau, quand on ne sait pas respirer pendant l'effort, quand on ne sait pas respirer pendant les abdominaux, quand on ne sait pas engager correctement son transverse sur du gainage, effectivement, c'est pas très bon pour le périnée. Maintenant, quand c'est bien fait et que c'est adapté à votre niveau, il n'y a aucun exercice que vous ne pouvez pas faire, à condition d'avoir la forme physique et l'entraînement adapté pour le faire. Donc, gardez aussi ça en tête, c'est très important. Il n'y a pas de mauvais exercice. Un exercice qui peut être bon pour le périnée, mal exécuté, peut être très mauvais. Et un exercice dit mauvais pour le périnée, bien exécuté, n'est pas mauvais. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Et ensuite, vous avez des facteurs tissulaires. Donc, vous avez effectivement l'âge, parce qu'avec l'âge, nos tissus se
ramollissent naturellement. Donc, ça peut être un facteur sur lequel on peut lutter, puisqu'il n'y a aucun âge limite pour gagner en tonicité musculaire. Donc, ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. L'hypoœstrogénie, donc ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la conférence, mais il y a effectivement un impact hormonal qui peut être un facteur d'incontinence, des antécédents chirurgicaux et certains traitements médicaux, et aussi le surpoids et l'obésité qui viennent également affaiblir énormément le périnée parce qu'il se retrouve à devoir gérer beaucoup de pression, tout simplement parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le muscle qui soutient la posture. Donc, quand il y a un surpoids, eh bien, c'est le muscle qui doit soutenir le surpoids aussi. Donc voilà pour ça. C'est OK pour tout le monde? J'ai perdu personne? Vous êtes toujours là? Ouais? C'est bon? OK. Parfait. Alors, on continue. Un périnée dysfonctionnel, c'est pas juste un périnée qui est faible. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers. Ça peut être un périnée qui ne sait plus se contracter, qui ne sait pas se relâcher, qui n'est pas coordonné, qui n'absorbe pas correctement les pressions. Ensuite, le prolapsus. Je fais une mini parenthèse dessus parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. On va être vraiment sur les incontinences, mais je vous en parle aussi. Donc, prolapsus, pour celles qui ne connaissent pas ce mot, c'est le petit nom de la descente d'organes. Et c'est un trouble du soutien des organes pelviens. Donc, utérus, vessie et rectum. Ça peut s'accompagner de pesanteur, de gêne, un petit peu comme si vous aviez une boule dans le bas-ventre, un tampon mal placé, etc. Ça peut générer des troubles urinaires ou digestifs, vraiment une sensation désagréable au niveau de l'entrejambe. Ça n'entraîne pas toujours les mêmes symptômes chez toutes les femmes. Ça peut coexister avec des fuites et dans certains cas, ça peut masquer des fuites. Ça, je l'ai eu aussi. C'est-à-dire des femmes qui avaient un prolapsus, une descente d'organes, donc il y avait un affaissement de la vessie. Cet affaissement de la vessie faisait que, du coup, la dysfonction que pouvait avoir le périnée était masquée parce que la vessie était un peu affaissée. Et donc, du coup, il y avait une sorte de goulot d'étranglement au niveau de la vessie qui faisait qu'il y avait moins de pression sur le périnée. Et du coup, en corrigeant la descente d'organes, en corrigeant le prolapsus, du coup, il y avait des fuites un peu plus présentes. Voilà. Donc, ça peut aussi arriver dans certains cas. Mais voilà, après, sachez que ça reste assez rare, mais c'est un cas que j'ai déjà vu. Alors, on va parler des solutions maintenant que je vous ai fait le tableau des causes. Donc, au niveau des solutions, vous avez ce qui va fonctionner par rapport à tout ce que je vous ai partagé en première intention. Donc, vraiment ce qui est recommandé par les comités scientifiques. C'est un entraînement des muscles du plancher pelvien pour les fuites d'effort ou mixtes. Donc, mixte, c'est aussi quand vous avez un prolapsus, par exemple, ou que vous avez des problèmes d'urgenturie. Donc, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, en première intention, on va travailler les muscles du plancher pelvien. Attention, quand je dis travailler, je n'ai pas dit on va renforcer et muscler le périnée. Ce n'est pas uniquement ça, le travailler. On va à la fois travailler les contractions, certes, mais on va aussi travailler le relâchement du périnée et la coordination entre le périnée, le diaphragme et le transverse qui est entre les deux. Donc, c'est vraiment un travail global et c'est souvent ça qui fait que ça ne fonctionne pas sur certaines rééducations. Il y a des rééducations aujourd'hui qui sont très bien faites avec un travail global. On vous explique la respiration, on vous explique la posture, on vous explique l'engagement du transverse, on vous explique les contractions du périnée, le relâchement du périnée, la mobilité du petit bassin, parce que c'est tout ça dont vous avez besoin pour avoir un périnée qui fonctionne bien. Et puis, il y a d'autres rééducations. On vous met une sonde et on vous laisse vous débrouiller sur une table. Donc ça, c'est ni fait ni à faire. Tous les professionnels avec qui je travaille sont les premières à s'horrifier quand elles entendent des patientes qui font des rééducations uniquement avec un travail sur sonde et allongé. Parce que une rééducation complète, ça peut certes commencer avec une sonde et allongée, mais ça doit ensuite s'accompagner d'un travail respiratoire, d'un travail postural, d'un travail abdominal, de vraiment remettre les muscles dans la fonction pour les coordonner et ça doit se faire dans toutes les dimensions. Donc, certes allongée, mais aussi assise, aussi debout, aussi en quadrupédie, parce que vous ne passez pas votre vie allongée sur une chaise ou sur une table. Donc, quand vous faites une rééducation allongée et qu'on vous dit c'est bon, tout va bien, et que vous allez courir et vous dites non, ça ne va pas du tout, bah, c'est normal. Vraiment que ce soit complet pour que derrière, vous n'ayez plus aucun trouble. Donc,
l'entraînement des muscles du plancher pelvien en première intention, c'est la solution, mais le travail doit être de qualité. Ça doit permettre de travailler votre contraction, votre relâchement, votre mobilité, votre respiration, votre posture, pour vraiment avoir un travail d'ensemble. Le travail des gestions, des pressions, dans les gestes du quotidien. Comment on fait quand on tousse? Comment on fait quand on éternue? Comment on fait quand on doit soulever des sacs de course qui sont lourds, etc., etc. On ne peut pas vous laisser allonger et vous dire, bah, c'est bon, tout va bien allongé, donc maintenant tu peux aller soulever tes petits-enfants qui font 12 kilos. Non, ça ne fonctionne pas. Travail du caisson abdominal et des abdominaux profonds, c'est la clé pour que le périnée soit protégé. Il faut qu'il y ait une contraction réflexe du transverse qui soit correcte quand vous avez de la pression qui arrive sur le diaphragme. Comme ça protège votre périnée. Et correction des facteurs aggravants. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, les facteurs les plus communs pour des troubles du périnée, c'est de la constipation, des allergies, un surpoids. Donc, quand on va essayer de réparer et de remettre le périnée dans la fonction, on doit aussi faire un travail en parallèle sur ces troubles-là. Parce que si on travaille le périnée d'un côté, mais qu'on ne solutionne pas la constipation de l'autre, les troubles vont revenir. Donc, il faut travailler sur les deux tableaux. Donc, si je résume, il faut à la fois se reconnecter à son périnée et le ressentir, donc bien comprendre comment sont ces muscles-là, comment ils fonctionnent, comment je les contracte, comment je les relâche, comment je les étire, à quel moment il faut les activer. Parce que quand ils s'activent correctement, on ne réfléchit pas à aucun moment. Vous devez penser à votre périnée quand il fonctionne bien. Quand on est dans une phase de remise dans la fonction, pour recréer la bonne coordination, oui, on va penser, on va faire des exercices spécifiques. Mais quand le périnée il fonctionne bien et que votre posture elle est correcte, normalement, vous n'avez pas besoin de penser à votre périnée. Il s'active tout seul. Ensuite, la synchronisation est très importante avec la respiration, le diaphragme et les abdominaux profonds. C'est clé. On ne peut pas vous parler de travail sur le périnée sans vous parler d'un travail sur le diaphragme et sur vos abdominaux profonds. Ça va ensemble, c'est un non négociable. Et ensuite, renforcer durablement. Si vous avez un périnée qui n'est pas endurant, s'il n'est pas suffisamment fort, s'il n'est pas suffisamment élastique, dans la durée, les troubles vont revenir. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir entretenir votre périnée sans avoir besoin d'y penser quotidiennement. Parce que l'idée, c'est de ne pas y penser, de ne pas avoir à y penser, mais il faut faire les bons mouvements au quotidien pour qu'ils s'activent correctement au quotidien et que vous n'ayez pas besoin d'y penser. Donc, vous avez compris, l'objectif, c'est que ça redevienne un réflexe. Mais pour que ça redevienne un réflexe, ça nécessite un travail postural, un travail de recoordination entre la respiration, votre posture, vos abdominaux profonds. Mais c'est tout à fait possible. Je vais passer à la deuxième partie des incontinences urinaires. On va parler maintenant des urgences urinaires et des dysfonctionnements de la vessie. On a parlé pas mal du périnée. Vous avez vu l'ensemble des troubles qui correspondent au périnée. Je vous ai apporté des solutions pour pouvoir recoordonner votre périnée avec les autres muscles posturaux pour ne plus avoir de troubles. Mais maintenant, on va parler d'autres choses. Et moi, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui, en général, viennent au début en pensant que c'est le périnée qui ne va pas bien. Et puis quand on discute un peu, quand on commence à avancer dans l'accompagnement, ben, on se rend compte que c'est surtout une question de vessie. Donc, je voulais vous en parler ce soir. L'hyperactivité vésicale, mesdames, c'est quoi? C'est quand on a une urgence urinaire, généralement accompagnée d'augmentation de la fréquence et de la nicturie. Nicturie, c'est le fait de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Normalement, avant 55 ans, à peu près, on ne devrait pas se lever une seule fois pour aller aux toilettes la nuit. D'accord? Physiologiquement, normalement, vous ne vous réveillez pas la nuit pour aller aux toilettes. De même, vous n'êtes pas censé aller aux toilettes de façon urgente toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ou alors, encore pire, dès que vous n'êtes plus à la maison et que vous êtes en situation de stress. Donc, on va parler un petit peu de ça. Ces urgences urinaires, j'ai rajouté en l'absence d'infection ou d'autres causes évidentes. D'accord? Donc, les autres causes évidentes, ça peut être par exemple des traitements médicamenteux qui vont générer ce type de trouble, ou alors
une infection urinaire qui va générer la même chose. Quand on a une infection urinaire, effectivement, on va aux toilettes et on n'a pas la vessie qui se vidange complètement, mais ça vient de l'infection urinaire. Là, je vous parle en cas d'absence de traitement spécifique ou en cas d'absence d'infection urinaire, quand vous avez des urgences. C'est-à-dire, vous n'avez pas du tout envie pardon, vous n'avez pas du tout envie de faire pipi et d'un coup, vous arrivez à la maison, vous mettez la clé dans la porte et là, vous ne pouvez plus vous retenir. Mais c'est incontrôlable. Ou alors, tout va bien, vous commencez à faire la vaisselle, il y a l'eau qui coule et là, pareil, vous courez aux toilettes. Ça, ce sont des urgenturies. Donc, on n'est pas en train de parler que la vessie, elle est pleine et qu'on a envie d'aller aux toilettes. On est en train de parler que la vessie, elle n'est pas pleine et qu'on se retrouve à avoir une envie où parfois, ça va jusqu'à se faire pipi dessus alors que la vessie n'est pas pleine. Mais on n'arrive pas à retenir les urines. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, les fuites d'effort et les urgences urinaires. Je vous ai fait des petits tableaux pour vous dissocier un petit peu les deux pour que vous puissiez avoir vraiment une vision des deux. Les fuites d'effort, c'est déclenché donc par un impact sur le diaphragme. Donc ça peut être tout, rire, ça peut être aussi impact sur le périnée, saut, course, port de charge lourde, etc. Ce sont des fuites dites mécaniques et elles sont en lien souvent avec une mauvaise gestion des pressions abdominales, une mauvaise posture et un mauvais soutien urétro-pelvien. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les fuites d'effort. Là, maintenant, on parle des urgences urinaires. C'est vraiment des envies qu'on ne peut pas retenir. C'est vraiment, je dois y aller maintenant, mais je ne peux absolument pas me retenir. Je suis obligée de croiser les jambes, je suis obligée de me tenir. Enfin, voilà, vraiment, c'est très vif, c'est très intense. Souvent, avec des nicturies. Alors, ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont expérimenter des urgenturies pendant la journée, mais qui ne vont pas se réveiller la nuit. Et il y a des femmes qui, pendant la journée, vont être assez tranquilles et vont se réveiller plusieurs fois la nuit. D'accord? Donc, les deux sont dans cette catégorie-là. Et ça peut survenir, comme je vous disais tout à l'heure, vous arrivez chez vous, vous mettez la clé dans la porte, vous entendez de l'eau couler, etc. Ça existe d'avoir une forme mixte. C'est très fréquent. D'accord? Donc, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais ça peut aussi être les deux. Et c'est vraiment assez fréquent qui coexistent. Pourquoi? Parce que, on va le voir, les urgences urinaires, c'est souvent lié à des mauvaises habitudes ou c'est lié aussi à votre système nerveux. Or, quand vous avez eu, par exemple, une fuite d'effort une fois, sur un accident, par exemple, voilà, la vessie était un peu pleine et puis vous avez une toux, un éternuement, vous avez une fuite d'effort. Puis là, vous commencez à stresser un peu tout le temps, de vous dire, je veux surtout pas que ça m'arrive. Donc, vous commencez à tout le temps serrer un peu votre périnée, vous êtes tout le temps en appréhension, tout le temps un peu stressé. Et dès que vous n'êtes pas à la maison, bah, du coup, il y a une angoisse qui se crée et qui augmente, ce qui fait que vous avez du mal à vous retenir et vous avez ce type d'urgence urinaire. Ou alors, vous faites des pipis de précaution en permanence parce que vous avez peur que ça vous arrive. Et donc, du coup, à force de faire des pipis de précaution, vous avez complètement déréglé votre vessie, ce qui fait que vous avez des urgences urinaires. D'accord? Donc, on va voir un petit peu tout ça maintenant. Le symptôme central donc des incontinences d'urgence, bah, c'est ce côté urgence. Et donc, ce n'est pas forcément une faiblesse mécanique. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir uniquement la faiblesse mécanique, vous pouvez avoir uniquement les urgences et vous pouvez avoir ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire les deux. Le problème peut impliquer une hypersensibilité vésicale, des habitudes mictionnelles inadaptées. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. L'hypersensibilité vésicale, ça va être le fait, par exemple, que votre vessie, donc qui est très liée au système nerveux, va se déclencher. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé que la vessie était entourée d'un muscle, d'accord, le détrusor. Et en fait, quand ce muscle se contracte de façon involontaire, du coup, vous allez avoir une hypersensibilité vésicale. D'accord? Donc, c'est vraiment, on va le voir, ça peut être lié au stress, ça peut être lié aussi à l'alimentation, ça peut être lié, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent jouer, mais c'est souvent lié au système nerveux ou à l'alimentation. Les habitudes mictionnelles inadaptées. Alors, ça, c'est important de vous le rappeler. Encore avant-hier, j'étais chez ma maman et pendant qu'elle préparait le dîner, moi, je faisais mes emails et elle avait mis la télé en fond. Et j'entends parler, c'était une foire, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais bon, bref, il y avait une foire où les gens vendaient des objets et ils parlaient de pisse debout pour les femmes. Mesdames, nous ne sommes pas physiologiquement faites pour faire pipi debout. D'accord?
Donc, on ne fait pas pipi sous la douche et on ne fait pas pipi debout. Pourquoi? Vous vous rappelez notre copain de périnée, qui est notre muscle postural. Quand on est debout, bah, il est engagé parce qu'il soutient notre posture. Quand on est assise sur les toilettes, il peut se relâcher. Quand on est en squat au-dessus des toilettes parce qu'on ne veut pas poser les fesses sur la cuvette parce que c'est crade, notre périnée, il est engagé. Or, pour que la vessie se vidange, il faut que le muscle qui l'entoure puisse se contracter. Ce muscle travaille en synergie avec le périnée. Donc, pour que le muscle de votre vessie puisse se contracter, il faut que votre périnée soit relâché. Or, quand vous faites pipi debout, sous la douche ou en squat, votre périnée il est contracté. Donc, vous êtes en train de demander à votre vessie de se contracter alors qu'elle, elle est là. Ben non, le périnée, il est contracté, moi, je suis relâchée. Donc, vous allez à l'encontre de comment elle fonctionne. Quand vous le faites une fois de temps en temps, ça n'a pas d'impact. Quand ça fait 15 ans que vous faites ça, vous déréglez complètement le fonctionnement de votre vessie. D'accord? Et faire pipi en squat une fois de temps en temps, parce que c'est dégueulasse quand on est sur une station de route, par exemple. D'accord? Ça va. Mais quand c'est tous les jours au boulot, c'est problématique. Donc, il faut absolument poser ses fesses aux toilettes pour permettre au périnée de se relâcher, pour pouvoir permettre à la vessie de se contracter. Sauf que ça, il y a très peu de femmes qui le savent. Il y a très peu de femmes qui savent qu'en fait, quand on est debout, il ne faut pas forcer la vessie à se contracter. Quand on est en squat, c'est pareil. Il y a d'autres habitudes mictionnelles qui sont inadaptées. Hein. C'est le fait de faire des pipis de précaution. Parce que quand vous faites des pipis de précaution, vous habituez votre vessie à se vider alors qu'elle n'est pas remplie. Le problème de ça, c'est qu'ensuite, elle n'a plus aucune notion de remplissage. Et donc, vous allez déclencher des urgenturies parce qu'elle ne sait jamais si elle est remplie ou pas. Vous perdez complètement la connexion entre le taux de remplissage de votre vessie et, son système de contraction et de vidange. C'est un petit peu comme si vous mangiez en permanence sans avoir faim. En fait, vous n'avez plus jamais faim. Donc, vous ne savez plus en fait si vous avez faim ou si vous n'avez pas faim. Donc, les pipis de précaution, c'est du grignotage pour la vessie. Donc, ce n'est pas bon non plus. Il faut la laisser se remplir. Évidemment, on ne veut pas qu'elle soit pleine et qu'elle soit douloureuse, d'accord? Donc, on ne se retient pas non plus pendant des heures, parce que ça, c'est pareil. Dans les habitudes de mictionnel inadaptées, il y a le fait de se retenir pendant des heures. Il faut voir le nombre de profs que j'accompagne, d'institutrices et de professionnels de santé, infirmières, etc., qui ne font pas de pause pendant 8 heures pour aller faire pipi. Et ça, c'est pas possible non plus. Parce que ça aussi, ça va dérégler votre vessie. Donc, une vessie qui est entraînée à se vider trop souvent ou une vessie qui est entraînée à se retenir tout le temps, ça génère derrière des urgenturies, ça génère des troubles de contraction derrière de la vessie. Irritation vésicale, je vous en parle parce que je vous vois venir, celles qui sont là. C'est bon, j'ai la solution, je ne bois pas d'eau de la journée. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce qui irrite la vessie? Les urines concentrées. Quand vous êtes en train de faire le chameau, vous avez une concentration d'urine qui vient irriter votre vessie et donc c'est double peine. Vous n'avez pas beaucoup à vider, vous êtes complètement déshydraté et en plus de ça, vous avez des urgences urinaires. Donc non, ça ne fonctionne pas non plus. À part le pipi du matin, il n'y a aucune fois où vous allez aux toilettes où ça doit être foncé ou coloré. Ça doit être vraiment très légèrement jaune, mais translucide. À partir du moment où vos urines, elles sentent fort et où elles sont foncées, c'est vraiment un signe que vous êtes déshydraté. Donc, comment vous savez si vous buvez suffisamment d'eau? Vous allez normalement aux toilettes toutes les 3 heures et vous avez les urines qui sont translucides. À part le pipi du matin, parce qu'on se déshydrate beaucoup la nuit et que vous n'êtes pas censé vous lever pour aller faire pipi la nuit. Mais c'est le seul. Les facteurs alimentaires. Alors là, je vais insister là-dessus aussi parce que je les vois venir, toutes celles qui me boivent 1 litre d'eau, mais sous forme de thé, mais qui me disent « mais c'est pareil ». Eh bien non, c'est pas pareil.
Le thé et le café contiennent de la caféine, donc soit sous forme de théine pour le thé, soit le café sous forme de caféine. Ce sont des excitants de vessie. C'est-à-dire que boire 1 litre d'eau plate sans saveur, ça n'est pas la même chose que de boire 1 litre de thé ou d'infusion. Parce que dans votre thé ou dans vos infusions, vous avez des composants à base d'herbes qui sont souvent diurétiques et qui vont activer votre circulation sanguine et qui vont drainer votre corps. Et donc ces diurétiques-là, quand vous buvez suffisamment d'eau, ça fonctionne, sauf que si vous buvez que des diurétiques sans consommer suffisamment d'eau, vous allez gonfler et faire de la rétention d'eau. Quand on fait de la rétention d'eau, c'est qu'on ne boit pas suffisamment d'eau plate sans saveur. Donc, si vous me buvez 1 litre à 1,5 litre de thé par jour et que vous êtes gonflé, c'est normal. Il faut passer à l'eau. De l'eau, que de l'eau, rien que de l'eau. Plate et sans saveur. Ça change tout. Que vous me preniez un thé ou un café en fin de repas, j'insiste sur le fin de repas. Quand vous avez déjà des aliments dans votre bol alimentaire pour diminuer l'impact de la caféine et de la théine en tant qu'excitant de vessie. D'accord? C'est OK. Mais quand vous buvez votre thé ou votre café en début de repas, quand vous les buvez à jeun ou quand vous vous hydratez avec ça, ça ne fonctionne pas. C'est terrible pour votre vessie et ça n'hydrate absolument pas correctement votre corps. Je sais, vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est pas grave. Je vous le dis parce que c'est bon pour votre santé. Voilà. Et parfois coexistence avec tension périnéale ou anxiété anticipatoire. Effectivement, quand on a eu une fuite une fois, on a peur que ça se reproduise et du coup, on génère de l'anxiété anticipatoire. Vous pouvez avoir vraiment de l'anxiété, de l'appréhension. Ça peut se mettre vraiment transpiration au niveau des mains, bouffée de chaleur, stress intense quand vous commencez à avoir une urgenturie et que vous êtes dans un lieu, par exemple, où vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Ça peut vraiment générer un inconfort très important et c'est extrêmement handicapant à vivre au quotidien, clairement, parce qu'après, on n'ose plus sortir, on n'ose plus faire du sport, on n'ose plus partir en randonnée plusieurs heures, etc., parce qu'en fait, on a peur que ça nous arrive. Donc, c'est vraiment très important de régler ces problèmes-là le plus vite possible pour que ça n'interfère pas en fait avec l'activité physique au sens large et que ça n'interfère pas avec votre vie sociale non plus. Alors, on va parler des solutions. Donc, la première chose, entraînement vésical pendant au moins 6 semaines en première intention pour l'urgence ou l'incontinence mixte. Ça veut dire quoi, entraînement vésical? Ça veut dire qu'on va essayer de ressentir le remplissage de la vessie. Et ça veut dire qu'on va essayer de boire à des moments réguliers. Par exemple, on va essayer de boire l'équivalent d'un petit verre d'eau de 20 centilitres toutes les heures et d'aller aux toilettes que toutes les 3 heures, par exemple. Ça peut être un bon entraînement. On va arrêter évidemment de boire du thé à jeun, de boire du thé à la place de l'eau. On va éviter le café aussi en début de repas. On va éviter le café en dehors des repas. On va faire attention aussi à ne plus faire pipi sous la douche. On va faire attention à, quand on a une urgence qui arrive, à se détendre, respirer un bon coup, faire redescendre la pression, faire redescendre l'anxiété en respirant, en soufflant. Et ensuite, on va aller calmement aux toilettes une fois que l'urgence sera passée, mais on arrête de réagir à l'urgence parce que si vous réagissez à l'urgence en courant aux toilettes, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, il faut vraiment se détendre, se calmer, attendre que ça passe. Et ensuite, si vous avez identifié que la vessie est pleine, vous attendez un peu et vous allez ensuite aux toilettes. Si la vessie n'est pas pleine, vous n'allez pas aux toilettes, vous attendez que l'envie revienne, non sous forme d'urgence, mais vraiment comme une envie normale d'aller aux toilettes. Je pense que vous avez toutes eu des pipis interminables où vous vous êtes dit, c'est pas possible que ma vessie, elle ait autant de capacité. Votre vessie, elle a une capacité beaucoup plus importante que ce que vous pensez. Donc, quand vous avez en tête, oui, moi je suis une pisseuse, j'ai besoin d'aller faire pipi toutes les heures, etc.,
C'est pas que votre vessie, elle est petite, hein, c'est que vous faites des urgences. C'est que vous avez arrêté de travailler avec la totalité de capacité de votre vessie, en fait. Mais elle a toujours sa capacité, hein, ça n'a pas changé. C'est juste le signal qui n'est pas bon. Signal entre la communication entre votre vessie et votre système nerveux qui n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il faut absolument calmer l'anxiété, respirer pour pouvoir gérer ces urgences-là. Et ça passe par un entraînement vraiment où on va observer le remplissage de la vessie, on va noter, on va faire attention à ses habitudes alimentaires et à ses habitudes hydriques. Au niveau des apports hydriques, c'est 1,5 litre d'eau par jour. 1,5 litre d'eau plate, sans saveur, par jour. Si vous ne buvez pas suffisamment, vous allez avoir un problème d'irritabilité de votre vessie, donc ça va générer des urgences aussi. Si vous buvez trop, c'est pas risqué à partir du moment où vous buvez à votre soif. Et voilà. Moi, je bois environ 3 litres d'eau par jour, parce que je m'entraîne beaucoup, je marche beaucoup, etc. Et je bois de l'eau toute la journée. Donc, pour vraiment boire trop, il faut vraiment y aller. À savoir que quand on dit oui, mais c'est dangereux pour la santé de boire trop, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En fait, ce qui est dangereux, c'est quand on est déshydraté. Par exemple, vous allez marcher 2 heures en plein cagnat pendant l'été sans eau. C'est de revenir à la voiture et là de vous enchaîner 1 litre d'un coup. Ça, c'est dangereux. C'est boire beaucoup d'un coup quand on est déshydraté qui est dangereux. Boire 3 litres d'eau à base d'un verre par-ci, un verre par-là dans la journée, ce n'est pas dangereux. Au contraire, l'hydratation active le métabolisme, aide la gestion des déchets, aide votre énergie. Le cerveau a du mal à faire la différence entre la faim et la soif. Le nombre de femmes que j'accompagne qui ont des fringales parce qu'elles ne boivent pas suffisamment d'eau, c'est hallucinant. Elles se remettent à boire 1,5 litre d'eau par jour et puis tout va mieux. Il n'y a plus de fringales, il n'y a plus de coups de fatigue, etc. Vous ne buvez pas assez. Donc, 1,5 litre, ça doit être un objectif. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'atteindre du premier coup, d'accord? Il faut aussi se déculpabiliser. Si aujourd'hui, vous buvez que 1 ou 2 verres d'eau par jour, bah, la victoire, ce sera d'en boire 3 demain. Et puis peut-être 4 après-demain, d'accord? Donc, allez-y progressivement, mais gardez en tête que l'objectif, c'est d'avoir une gourde et d'arriver à boire 1,5 litre d'eau dans votre journée. Ça, c'est vraiment un super bon objectif et pas que pour votre vessie, pour votre santé de façon globale. Ensuite, rééducation donc, du comportement physical, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, toutes les bonnes habitudes. Travail du plancher pelvien si besoin, parce que je vous l'ai dit, le muscle de la vessie travaille en coordination avec le muscle du périnée. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que moi, dans le programme Abdos-Périnée, on travaille aussi sur les urgences urinaires, parce qu'en fait, les deux sont liés. Donc, quand on a un périnée qui fonctionne bien, on apporte aussi plus de facilité à la vessie. Les deux se soutiennent mutuellement. Donc, c'est intéressant aussi de faire un travail du plancher pelvien pour améliorer le contrôle. D'accord? Par contre, ce qui est très important, si vous avez une urgence urinaire, ne contractez pas fort votre périnée. Parce que si la vessie, elle est en train de se contracter et que vous contractez très fort votre périnée, vous rajoutez de la pression et donc ça peut aller à la fuite. Par contre, si vous faites des contractions lentes de votre périnée, ça peut permettre de redétendre la vessie. Donc ça, il faut savoir doser. Mais quand vous savez doser, des contractions lentes, douces de votre périnée peuvent vous aider à gérer une urgence urinaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien maîtriser le périnée pour pouvoir derrière soutenir la vessie quand on a des urgences. Mais serrer fort, ça va pas marcher. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà essayé. Si vous avez une urgence urinaire, vous serrez fort votre périnée, ça n'aide absolument pas. Hop, pour résumer, quand il y a de l'urgence urinaire, on ne travaille pas seulement un muscle, on va travailler la vessie qui a perdu un bon schéma de remplissage, d'alerte et de vidange. Troisième partie, on a parlé du périnée, on a parlé des urgences, on va parler maintenant des symptômes de la périménopause et de la ménopause, donc le SGUM, syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui peut avoir un impact effectivement sur votre périnée et sur votre vessie et sur les fuites. Donc, je vais vous en parler aussi parce qu'il y a peu de femmes qui sont au courant de ça. Donc, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, ça va regrouper des symptômes vulvaires,
Donc, ça peut être sécheresse vaginale, douleur au niveau de la vulve, et ça peut être aussi des troubles urinaires. Donc, quand vous avez pas de sécheresse vaginale, mais que vous avez des troubles urinaires et qu'on vous recommande d'utiliser, par exemple, des crèmes qui sont riches en œstrogènes sur la zone euh, vaginale, c'est pas incohérent. Parce que j'ai des femmes, des fois, qui sont venues me voir, me disent, mais j'ai pas de sécheresse vaginale, mais j'ai des troubles au niveau de la vessie, au niveau urinaire, et on m'a prescrit des œstrogènes ou une crème œstrogénique à mettre au niveau du vagin. Oui, parce qu'en fait, la zone fonctionne ensemble en synergie. Donc, ce n'est pas incohérent si ça a été proposé. Et donc, vous pouvez avoir des troubles urinaires liés à la baisse des hormones sexuelles, donc œstrogène et progestérone. Des études récentes précisent qu'il s'agit d'un spectre de symptômes de changement physique liés à la baisse des œstrogènes et androgènes au niveau génito-urinaire. D'accord? Donc, c'est ça qui va générer. C'est pour ça que une des recommandations, ça va être d'appliquer en local, par exemple, des crèmes œstrogéniques, ou alors il y a aussi des solutions hydratantes sans œstrogènes, pour celles qui ne veulent pas appliquer des œstrogènes qui existent aussi et qui sont très efficaces pour la vessie et pour les sécheresses vaginales. Donc, ce qui change concrètement et ce qui déclenche ces troubles-là quand c'est au niveau hormonal, c'est à la fois vos tissus qui sont plus fins, donc plus secs, moins élastiques, moins bonne lubrification. Et là, je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que quand on travaille son périnée, on améliore la circulation sanguine. Et quand on améliore la circulation sanguine, on améliore la lubrification. Et donc moi, j'ai beaucoup de femmes qui souffraient de sécheresse vaginale qui, en travaillant le périnée, ont amélioré la lubrification et donc n'avaient plus de problème de sécheresse vaginale. Ça peut aussi avoir donc, l'impact, donc ça c'est la baisse de vos hormones qui va générer irritation, brûlure, inconfort. Donc c'est un petit peu comme si c'était des fuites urinaires, sauf que ce n'est pas des fuites urinaires. Pardon, comme si c'était des infections urinaires. Donc irritation, brûlure, alors que ce n'en sont pas, c'est lié aux hormones. Douleur pendant les rapports sexuels, brûlure à la miction, augmentation possible de la fréquence et de l'urgence du risque d'infection urinaire. Donc ça, c'est vraiment des troubles dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont vraiment liés à la baisse des œstrogènes. D'accord? Contrairement aux bouffées de chaleur, je vous l'ai rappelé là, ces symptômes, il faut qu'ils soient traités. Parce que s'ils ne sont pas traités, ils peuvent continuer et dégénérer même après une stabilisation hormonale. Donc il faut vraiment s'en occuper. Donc, SGUM et fuite, donc le syndrome géniturinaire et fuite, comment ça se passe? En gros, on peut croire, donc la femme peut croire qu'elle a juste un périnée qui est faible, alors qu'en fait, c'est au niveau des hormones que c'est en train de se jouer. Il existe aussi une fragilisation tissulaire, modification de sensation, une irritation locale, majoration de l'urgence et parfois de l'inconfort urinaire. Donc, la réponse doit être plus large que contracter le périnée. Vous imaginez bien que quand des femmes qui vont consulter et qu'on leur dit faites des Kegels. Donc les Kegels, c'est l'exercice de contraction, relâchement du périnée. Ça peut un peu aider, mais ça ne va pas être suffisant si le trouble il est d'ordre hormonal. Les solutions. Lubrifiants, hydratants vaginaux pour les symptômes plus légers. Là, je peux vous recommander des crèmes Intima Rescue, qui est un gel crème qui a été élaboré en France par une infirmière qui a fait vraiment un travail de recherche génial pour que ce soit complètement clean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans et il n'y a pas d'hormones non plus dedans. Donc, c'est vraiment une solution qui est très naturelle et qui est très efficace pour les syndromes géniturinaires de la ménopause. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand même ce travail de rééducation du plancher pelvien, parce que ça peut vraiment aider à renforcer le plancher pelvien faible, mais ça peut permettre aussi de travailler sur le relâchement quand il est trop tendu. C'est pour ça que uniquement un travail de contraction, ça ne va pas fonctionner. Il faudra vraiment faire un travail postural, un travail de contraction et de relâchement, de mobilité du petit bassin et des étirements. Une prise en charge médicale peut être possible avec œstrogènes vaginaux faible dose. Ça fonctionne bien aussi. Vraiment, l'œstrogène en local, en crème ou en ovule, au niveau vaginal, quand vous avez un fort syndrome géniturinaire de la ménopause, ça peut être quand même très intéressant. Et en cas de prolapsus avec un SGUM, il existe aussi un anneau. Alors, puisque en cas de prolapsus, les solutions, ça peut être par exemple des PCR.
en plus de la rééducation, mais vous pouvez aussi avoir un anneau. Donc là, c'est un mix entre un PCR et des œstrogènes qui peuvent être aussi intéressants quand vous cumulez les deux. Donc tout ça pour vous dire qu'il existe vraiment des solutions et qu'il ne faut surtout pas rester dans l'inconfort. Et il faut absolument remédier à ces troubles-là parce qu'ils se résoudent très bien quand ils ont bien été accompagnés. À la périménopause, vous pouvez avoir donc, des fuites, des inconforts, non seulement parce que le périnée a changé, mais aussi parce que les tissus, la muqueuse, les sensations urinaires et la réponse de la vessie, c'est vraiment un tout. Comment savoir sur quoi est-ce qu'il faut travailler? On va faire un petit résumé et puis je vais vous donner mes recommandations pour pouvoir travailler efficacement. Ce que vous voyez là, c'est ma maman qui est mon cobaye depuis 16 ans, la pauvre. Je la fais bosser, mais du coup, ça m'a permis d'essayer toutes mes méthodes, mes programmes sur elle. Et donc, on la remercie parce qu'aujourd'hui, j'ai des solutions qui fonctionnent bien aussi grâce à elle. Alors, au niveau des solutions, donc si ça fuit surtout quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous sautez, etc., là, on va s'orienter sur un travail mécanique, donc gestion des incontinences d'effort, un travail postural et tout ce qui est travail abdominal, respiratoire, etc. Et ça se répare très bien. Si vous avez une envie pressante qui est impossible à retenir, donc là on est sur des urgences urinaires, donc il va falloir faire un travail à la fois sur le périnée parce que c'est intéressant de le faire travailler, ça améliore quand même la fonctionnalité la fonction de la vessie, mais en parallèle, on va aussi travailler sur l'hygiène vésicale, vous l'avez compris, c'est un tout au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation, au niveau de vos habitudes de miction, des petites précautions de se retenir, etc., etc. Si vous ressentez une lourdeur, boule, gêne vaginale, pression vers le bas, sensation de tampon mal placé, c'est souvent les symptômes d'un prolapsus. Et dans ce cas-là, il peut être intéressant d'aller consulter pour faire évaluer si vous avez un prolapsus. N'ayez absolument pas peur. J'ai des femmes des fois qui me laissent des messages, des vocaux sur Instagram en pleurs parce qu'on vient de leur diagnostiquer un prolapsus, une descente d'organes. Ça concerne en moyenne une femme sur deux, mais c'est calculé sur les femmes après la puberté. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le prolapsus est physiologique, la descente d'organes est physiologique. 100% des femmes qui atteindront l'âge de 80 ans en auront un, d'accord? 100%. Donc, l'idée, c'est pas d'éviter le prolapsus parce que le prolapsus va nous arriver à toutes, mais c'est comment est-ce qu'on vit correctement avec un prolapsus parce qu'en fait, on peut avoir une descente d'organes, mais ne pas avoir de symptômes. D'accord? Donc, la descente d'organes, elle est physiologique. Les organes sont soutenus par des ligaments qui, avec l'âge, avec la gravité, avec le temps, se distendent. Et donc, les organes pelviens s'affaissent. Mais quand le périnée fonctionne bien, il n'y a pas de symptômes. Donc, on a un prolapsus, mais il est asymptomatique. D'accord? Donc, ne soyez pas catastrophés si on vous diagnostique un prolapsus. Par contre, dites-vous tout de suite, prolapsus égale travail postural, apprentissage des gestions des pressions abdominales et travail du périnée. D'accord? Parce que c'est ça qui va permettre de vivre normalement avec une descente d'organes. Je suis en périménopause, ménopause, j'ai pas mal de sécheresse, pas mal de brûlures, j'ai l'impression d'avoir des infections urinaires, mais j'ai pas d'infection urinaire, j'ai des douleurs pendant les rapports sexuels, j'ai de l'irritation, etc. Voire je fais des infections urinaires à répétition alors qu'avant je n'en faisais jamais. Là, pensez au SGUM, syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça ne veut pas dire que ce sera le seul facteur, mais il faut quand même aller l'explorer. C'est important. Hop là, si vous cumulez plusieurs des réponses, donc c'est mixte, c'est le plus fréquent. D'accord? C'est rare qu'on ait un seul cas. En général, on cumule un petit peu plusieurs cas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est très intéressant du coup, d'aller faire d'aller faire un diagnostic si vous avez un doute, etc. Et par contre, dans tous les cas, peu importe si vous avez juste un des symptômes ou si vous en avez plusieurs, moi, je vous recommanderais toujours d'avoir une approche globale. Parce que ça peut commencer par une faiblesse du périnée, mais ça peut engendrer derrière des urgenturies, ou ça peut commencer par des urgenturies, et ensuite vous allez avoir le syndrome urinaire de la ménopause qui va se rajouter, puis ensuite une faiblesse du périnée, etc. Donc quoi qu'il arrive, moi je vous recommande vraiment une
approche globale qui va à la fois travailler sur votre posture, votre respiration, votre périnée, la coordination de tout ça, mais aussi toute la partie hygiène de vie, travailler sur les bonnes habitudes de miction et puis être accompagné sur la partie périménopause, ménopause pour pouvoir identifier si ce sont des symptômes sur lesquels vous êtes actuellement sensible. Hop là. Attention, un avis médical est indispensable en cas de sang dans les urines, douleur vésicale urétrale persistante, infection urinaire à répétition, sensation de vidange incomplète importante. Par exemple, vous allez aux toilettes et puis une fois que vous terminez, vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup d'urine ou alors vous n'arrivez pas à vider complètement votre vessie. Si vous avez des suspicions neurologiques, parce que la vessie est très liée au système nerveux aussi, j'ai par exemple, j'insiste là-dessus parce que j'ai eu le cas de femmes que j'ai accompagnées qui étaient en burn-out et qui avaient des incontinences qui étaient liées à leur burn-out. Leur système nerveux était tellement à bout que en fait la vessie ne se contrôlait plus. Mais du coup, là, le travail qu'on a dû faire, ça a été directement sur le système nerveux pour pouvoir gérer l'incontinence. Antécédents chirurgicaux, pelviens complexes, certains traitements médicaux aussi. Toutes les fuites ne se ressemblent pas. Le bon travail, c'est pas de serrer plus fort le périnée, vous l'avez compris, c'est de mieux ressentir, de mieux coordonner, de mieux gérer les pressions, de mieux comprendre la vessie et de tenir compte du contexte hormonal et tissulaire de votre corps. Si vous reconnaissez chez vous une problématique de fuite d'effort, une gêne périnéale, sensation de pesanteur, prolapsus, perte de contrôle de la sangle abdominale profonde, alors le travail à faire n'est pas de faire n'importe quel abdo et c'est pas non plus de contracter votre périnée en permanence. Ça ne va absolument pas vous aider. Il faut ressentir, reconnecter à ces muscles-là, maîtriser des degrés de contraction différents. Il faut être capable de contracter de façon rapide, il faut être capable de contracter de façon lente, il faut être capable de contracter de façon progressive. Il faut vraiment arriver à maîtriser toutes ces différentes contractions. Ensuite, il faut arriver à synchroniser avec le diaphragme et le transverse, votre posture, indispensable. Et ensuite, on va renforcer. On va renforcer, mais intelligemment, avec un travail de contraction et un travail de mobilité et de relâchement en parallèle pour être sûr que votre périnée s'active bien au bon moment, mais qu'il ne soit pas tout le temps en activation parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'hypertonicité au niveau du périnée, ça crée également de la dysfonction. Et c'est ce que j'enseigne dans Abdo-Périnée, c'est pour ça que j'en parle si bien et que je vous dis depuis tout à l'heure que j'ai les femmes que j'ai accompagnées qui, du coup, avaient différents symptômes. Et c'est pour ça que c'était important pour moi ce soir de vous faire une présentation globale au niveau des troubles du périnée parce que je me rends compte que dans mes accompagnements, souvent, elles arrivent et elles sont un peu perdues. Il y a de l'incontinence, il y a de l'inconfort, mais en fait, on leur a pas expliqué que ça peut être hormonal, on leur a pas expliqué que ça peut être un trouble mécanique du périnée, on leur a pas expliqué que ça pouvait être lié à leurs abdominaux, à des allergies chroniques, à de la constipation, on leur a pas expliqué que ça pouvait être des urgences qui sont liées à de mauvaises habitudes vésicales. Et donc, pour moi, c'était hyper important par rapport à toute l'expérience de toutes les femmes que j'ai accompagnées ces dernières années sur ce programme-là, ce soir, de pouvoir vous présenter justement tous les troubles que je vois en accompagnement pour que vous puissiez avoir vraiment une idée globale de ce qui peut se passer concrètement dans votre corps. Et donc, ça me fait bondir quand j'ai encore des femmes qui viennent me voir, qui ont fait plusieurs rééducations du périnée, et quand je leur demande qu'est-ce qui a été fait au niveau postural, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la respiration, qu'est-ce qui a été fait au niveau des abdominaux, et qu'elles me disent, bah rien, genre j'ai travaillé que mon périnée. Parce que c'est pas correct. On ne peut pas laisser des femmes à la fin d'une rééducation sans avoir toutes ces infos-là, tous ces outils-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme. Dans un premier temps, parce que j'étais aux États-Unis et que les femmes que j'accompagnais n'avaient pas accès à de la rééducation. Et ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait plein de femmes qui avaient fait plusieurs rééducations, qui avaient besoin de ce programme-là, parce qu'en fait, ça n'avait pas été fait de façon globale. Et donc, du coup, ça n'avait pas été complet. Et c'est la raison pour laquelle ce programme-là rencontre un franc succès et que personnellement, j'estime qu'il devrait être remboursé par la Sécu. Parce que vu le bien qu'il fait, il est d'utilité publique.
Donc, ce programme, concrètement, je vais vous en parler un petit peu pour celles qui sont intéressées. C'est un programme qui dure 6 semaines. Pendant les 2 premières semaines, on va travailler la visualisation, la connexion aux muscles profonds du périnée et on va travailler la posture. Donc, tout vraiment ce travail de synchronisation, euh, on le fait assis, on le fait allongé. Vous avez des vidéos en temps réel où j'explique tout. Donc, vous êtes complètement guidé, comme si j'étais avec vous dans votre salon. Et les vidéos, elles sont accessibles à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pouvez le faire le matin au réveil, vous pouvez le faire entre midi et deux, vous pouvez le faire le soir. Vous faites quand vous voulez. Les séances, elles sont à la demande. Par contre, vous avez 5 séances par semaine, 3 vidéos qui durent 30 minutes et 2 vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes. Je vous accompagne à chaque étape. Tous les matins, vous avez un email qui arrive avec les informations sur la séance du jour, le matériel nécessaire. Toutes les semaines, vous avez le planning avec l'organisation de votre semaine. Et une fois par semaine, on se retrouve en visio pour échanger. Et tous les jours, vous pouvez me laisser des commentaires en dessous des vidéos pour m'expliquer comment ça s'est passé, s'il y a des difficultés, si vous avez des questions, etc. Donc, vous êtes vraiment prise par la main, accompagnée. À aucun moment, vous êtes laissée toute seule de votre côté. Et c'est la raison pour laquelle je fonctionne en cohorte. Je fonctionne avec des cohortes pour pouvoir accompagner. C'est-à-dire qu'on commence toutes en même temps et toutes les semaines, on se retrouve le lundi pour faire le point sur votre semaine. Et à ce moment-là, je peux répondre à d'autres questions, je peux remontrer certains exercices, etc. Tous les jours, on échange par email et comme ça, on avance semaine après semaine pendant toute la durée du programme. Et c'est là, vraiment, ça fait une énorme différence par rapport à des programmes qui sont accessibles en ligne, où vous êtes en fait, vous avez toutes les vidéos dispo, mais vous êtes toute seule. Là, le fait que vous ayez un email par jour, un rendez-vous en visio avec moi par semaine, et c'est votre seule contrainte de la semaine. C'est la visio avec moi du lundi, parce que sinon, vu que toutes les vidéos, je les ai enregistrées, elles sont accessibles à la demande. Vous les faites quand vous voulez, vous avez votre vidéo du jour à faire, vous recevez votre petit email à 6 heures du mat, vous faites la vidéo quand vous avez envie dans la journée, et ensuite vous avancez comme ça pendant les 6 semaines. Et une fois par semaine, on se retrouve en visio. Je recommande de faire les visios. Elles ont lieu à 20h30 le lundi. Si jamais vous n'êtes pas disponible, elles sont toujours enregistrées et disponibles dès le lendemain matin. Donc, il y a certaines femmes qui, voilà, le créneau n'est pas disponible. Ce n'est pas un souci. Ça n'empêche pas qu'on échange quoi qu'il arrive par email tous les jours et que vous avez l'accès au replay de la visio si jamais vous avez besoin de l'avoir en replay. Donc, voilà un petit peu comment il fonctionne. Dedans, on va travailler bien sûr la coordination posturale, la respiration. Sur les semaines 3 et 4, on va aller davantage sur la partie mouvement. Donc, on va maintenir le travail de synchronisation entre le diaphragme, les abdominaux profonds et le périnée, mais on va rajouter du mouvement. Donc, vous allez passer dans plusieurs positions, allongé sur le côté, à quatre pattes, etc., pour voir si ce qu'on a acquis assise et debout, on arrive à l'appliquer une fois qu'on est allongé. Et puis, sur les 2 dernières semaines, on va faire un travail davantage abdominal parce que, vous le savez, la gestion des pressions est très importante pour protéger le périnée. Donc, vous avez besoin d'un transverse, donc les muscles profonds de vos abdominaux. On a besoin d'un transverse qui soit solide et qui se coordonne bien pour protéger le périnée. Donc, sur la fin du programme, on travaille davantage les abdominaux. C'est pour ça qu'il s'appelle abdo-périnée parce que c'est vraiment un tout. On y travaille la posture, on y travaille la respiration, on y travaille le périnée avec plein de styles de contractions différentes et on y travaille les abdominaux profonds pour qu'il y ait vraiment une bonne synchronicité sur tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je fonctionnais par cohorte, c'est-à-dire qu'on démarre ensemble et on fait les 6 semaines ensemble. Par contre, vous avez accès à vie à l'intégralité du programme. C'est-à-dire que si plus tard, vous avez envie de le refaire, si vous voulez continuer d'utiliser les vidéos, etc., vous n'avez absolument aucune limite dans le temps puisque il est accessible en illimité. Quand je rajoute des bonus, quand je refais des nouvelles vidéos, etc., parce que je l'actualise en fonction des formations, des congrès auxquels je vais, quand il y a des nouvelles découvertes, quand il y a des nouvelles choses sur le périnée, sur la descente d'organes, sur l'incontinence, etc., je mets à jour le programme et donc vous avez accès aux mises à jour à chaque fois. Vous êtes averti par email quand il y a des nouvelles mises à jour dans le programme. Et puis, on va pouvoir passer aux questions-réponses si vous en avez. Pour celles qui ont envie d'aller davantage se renseigner sur le programme, comment il fonctionne, etc., n'hésitez pas à scanner le QR code.
ou alors vous pouvez directement aller sur mon site internet alexiacornu.com/abdos-périnée. Et là, vous aurez toutes les informations sur le programme. Voilà. Mais je vous ai donné les grandes lignes ce soir. Ça dure 6 semaines. Vous avez un accompagnement avec un suivi individualisé. C'est pas du blabla. Je suis vraiment derrière vos fesses pendant les 6 semaines. Celles qui ont déjà fait des programmes avec moi savent de quoi je parle. Mais donc, vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous avez les lives tous les lundis. Vous avez les échanges quotidiens par email, les commentaires en dessous des vidéos, etc. Donc voilà, vous avez vraiment tout pour celles qui veulent faire ce travail-là avec moi, qui ressentent le besoin de passer à l'action, d'être accompagnées pour le faire. Je serais très heureuse de pouvoir faire ce travail-là avec vous et de pouvoir vous accompagner si jamais vous avez besoin de moi pour ça. Voilà pour tout ce que je voulais vous partager sur le périnée et les incontinences, etc. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, eh bien, c'est de prendre un moment pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos questions dans le chat. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Je vais remonter un petit peu. Alors, Sandra, ça commence quand? La prochaine cohorte commence lundi prochain. Donc, les inscriptions pour cette cohorte-là sont ouvertes jusqu'à dimanche parce qu'on commence lundi avec un live de présentation. Donc, le premier live du lundi, c'est toujours un live de présentation du programme. On fait connaissance et je vous explique le fonctionnement du programme. Et puis ensuite, une fois que je réponds à toutes vos questions, hein, et puis ensuite, le programme démarre. Là, officiellement, la première séance du programme, c'est mardi. Lundi, vous avez déjà des vidéos d'introduction à visionner sur l'anatomie, etc. Je vous montre des plages anatomiques, voilà, je vous explique un petit peu comment fonctionne le programme. Et puis ensuite, à partir de mardi, vous avez la première séance qui démarre. Et puis ensuite, vous avez tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi et samedi, vous avez une séance avec une alternance de séances de 30 minutes avec des séances de 5-10 minutes. Et puis le dimanche, vous n'avez pas de séance. C'est plus pour rattraper. Et le lundi, vous n'avez pas de séance non plus. En général, le lundi, c'est davantage dédié aux live questions-réponses. Mais du coup, ça vous fait 2 jours de rattrapage. Au cas où vous n'êtes pas à jour sur vos séances, vous avez toujours le dimanche et le lundi pour pouvoir rattraper. Et ensuite, vous avez accès au programme à vie. Donc, si pour X raisons, vous vous décalez un petit peu dans le temps et que vous vous décalez et vous perdez aucun accès, vous perdez aucun bonus, vous avez toujours les replays de tous les lives, etc. Donc, voilà. Y a-t-il plusieurs sessions du programme? Oui, il y a plusieurs sessions du programme. Je le fais plusieurs fois par an. Et donc, en général, je lance une cohorte à peu près tous les 2 mois, en moyenne. Voilà. Donc, si ce n'est pas le bon moment pour vous, vous pouvez attendre. Après, si vous souffrez, le plus tôt, le mieux. Parce que plus vous attendez, plus vous allez avoir de l'inconfort. Donc, voilà. Mais par contre, il y a pas je ne mets pas la pression sur le fait de rejoindre. Vous n'avez pas un prix exceptionnel qui va disparaître dans 24 heures. Je ne fais pas tous ces trucs de marketing. C'est absolument pas aligné avec mon approche. Donc, vous avez le programme. Il est là, vous savez qu'il existe, il est efficace. Une fois que vous rejoignez, vous êtes accompagné, vous y avez accès à vie. Si c'est le bon moment pour vous, trop bien, vous me rejoignez et je serai très heureuse de vous accompagner dès lundi. Si ce n'est pas le bon moment pour vous, eh bien, il n'y a pas de souci. Ce soir, je vous ai donné un max d'infos et j'espère que vous aurez appris plein de choses. Et si vous ne pouvez pas rejoindre, que ce soit pour X raisons, en fait, c'est trop cool d'avoir été là ce soir et c'est trop cool d'avoir pris 1 heure et demie de votre temps pour vous informer de comment fonctionne votre corps. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je suis contente parce qu'on a passé ce moment-là ensemble et que ça a de la valeur. Donc voilà. Aude, tu me dis, je vais terminer le programme Easy Start. Je voulais enchaîner sur le club. Je pense plutôt suivre le protocole abdos-périnée avant d'intégrer le club. Conseilles-tu de faire l'un après l'autre ou est-ce que je peux aussi intégrer le club pour maintenir l'activité physique? Moi, ce que je te recommande dans un premier temps, c'est de faire le protocole abdominaux-périnée en priorité. Parce que quand vous avez un souci au niveau du périnée, la priorité, c'est de le régler le plus vite possible pour pas que ça s'aggrave, pour pas derrière avoir un risque de prolapsus, de descente d'organes, parce qu'il y a de la surcompensation au niveau du périnée, etc. Donc la priorité, c'est vraiment de vous occuper de votre périnée. Et après, par rapport aux séances de sport, pour le moment, ce que tu peux faire, c'est
les 2 premières semaines du programme abdominaux-périnée, je te recommande de ne pas rejoindre le club pour vraiment voir comment tu intègres le programme abdos-périnée dans ta routine. Et si au bout de 2 semaines, tu arrives à intégrer le programme abdos-périnée dans ta routine et que tu veux des séances de renforcement musculaire qui sont plus intenses que ce que tu as eu sur EasyStart, dans ce cas-là, à ce moment-là, on pourra en rediscuter ensemble. Voilà. Mais dans un premier temps, je te conseille vraiment de faire le programme abdominaux-périnée. Oui, je vois les questions pour celles qui ne connaissent pas. Easy Start, c'est un programme pour se remettre au sport. J'ai trois accompagnements. Il y a Abdo Périnée, dont je viens de vous parler ce soir. Easy Start, qui est pour se remettre au sport. Donc, on fait du renforcement musculaire, de la souplesse, de la mobilité, du travail de souplesse, quoi, en gros, et du travail de cardio sans impact. Donc, voilà, c'est vraiment 8 semaines dédiées à reprendre le sport. Et le club, c'est le niveau plus avancé. Donc, c'est pour les femmes qui font du sport avec moi toute l'année, qui veulent un accompagnement global, nutrition, gestion du stress, gestion du sommeil, hormones, sport, etc. Donc, le club, c'est mon offre la plus complète, mais je recommande toujours de commencer par abdos-périnée s'il y a un trouble au niveau du périnée et des abdos. Parce que aller sur le club, si vous avez un trouble au niveau du périnée, il n'y a pas le protocole abdos-périnée dans le club. Donc, commencez d'abord par le programme abdos-périnée parce que vous ne regretterez pas. Toutes les femmes qui l'ont fait dans ce sens-là m'ont dit bah, c'est comme ça qu'il fallait le faire. Et toutes les femmes qui ont d'abord rejoint le club et après ont fait abdos-périnée ont dit pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant. Donc, je vous donne l'info. Si vous devez choisir, vous faites abdos-périnée en premier. Et ensuite, soit vous êtes déjà sportive et vous avez envie de continuer avec moi sur une approche globale de votre santé, et dans ce cas-là, le club est adapté, soit vous n'êtes pas sportive, et dans ce cas-là, je vous envoie vers Easy Start, qui est plus adapté. Est-ce que le programme comprend aussi rééducation des habitudes nutritionnelles alimentaires? Oui, on en parle dans quasiment tous les lives, ça fait partie de l'accompagnement. Je ne vous en ai pas parlé ce soir pour vous dire derrière, je ne vous en parle plus jamais. Si je vous en ai parlé ce soir, c'est que ça fait partie de mes compétences et donc du coup, tout ce dont je vous ai parlé ce soir, que ce soit la ménopause, que ce soit les habitudes nutritionnelles et les urgenturies et que ce soit le périnée, c'est ce qu'on fait dans le programme. Donc on a vraiment cet accompagnement global qui est dans le programme. Après hystérectomie, endométriose, beaucoup plus d'adhérence, surpoids, diabète type 2, burn-out, est-ce complémentaire? Oui, oui, bah oui. Du coup, là, tu cumules plusieurs éléments qui font que effectivement la vessie et le périnée sont soumis à rude épreuve. Donc c'est bien d'en prendre soin, évidemment. Est-ce que le programme permet vraiment de faire disparaître les fuites urinaires? J'ai des femmes qui, au bout de 2 semaines, n'avaient plus de fuites urinaires. Donc oui, ça permet de faire disparaître. Il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps, mais j'en ai pour qui en 2 semaines, c'est réglé parce que c'est une question de coordination. Et vu que c'est ce qu'on voit dans les 2 premières semaines, bah, quand c'est réglé, il n'y a plus de problème. Donc ça dépend si vous êtes sur ce qu'on appelle une incontinence mixte avec plusieurs cumulations de problèmes, avec des urgenturies, plus un prolapsus, plus des dysfonctionnements du périnée, mauvaise gestion des pressions abdominales, etc. Dans ce cas-là, ça va mettre un peu plus de temps parce qu'on va travailler sur plusieurs sujets. Mais en revanche, quoi qu'il arrive, sachez que ça va vous aider, quoi. Le programme, il sera quand même efficace, quoi qu'il arrive, et il sera là pour vous aider. Donc voilà, je regarde les autres questions. Alors, quel matériel est nécessaire? Pour le programme, vous avez besoin d'un tapis, d'une chaise, de coussins. Et ensuite, vous pouvez en accessoire un petit élastique, parce qu'on va l'utiliser pour les séances et pour gérer Enfin, voilà, en gros, un petit élastique pour les séances, pour travailler avec la résistance, etc. Et une petite balle, les petits ballons pilates. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de l'élastique et de la balle dès la première semaine. Donc, même si vous n'en avez pas encore, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez au début faire avec un collant, avec une balle, en attendant qu'on les utilise de façon plus intense sur la suite du programme. Donc, voilà. Mais en gros, matériel, c'est petit élastique balle, une chaise, un tapis, des coussins, en gros. Donc voilà. Est-ce que le programme permet vraiment de faire disparaître les fuites? Donc ça, j'ai répondu. Je vais mettre en pratique, trop bien. Déjà traité, donc ça, j'avais répondu. Pour l'hypertonie, il faut te prévenir dès le début, on fait les mêmes choses que les autres. Oui, parce qu'en fait, alors, on fait la même chose que les autres parce que
quoi qu'il arrive, que vous ayez une hypertonie ou que le périnée soit pas assez tonique, on a besoin de le recoordonner avec l'ensemble des muscles et on a besoin d'un périnée qui soit tonique et élastique. Donc, pour tout le monde, il y a un travail sur l'assouplissement du périnée, l'automassage du périnée, les étirements du périnée et contraction du périnée. Ensuite, pour celles qui ont, et on en parle dans le programme, hein, mais pour celles qui ont davantage d'hypertonicité, vous avez des devoirs un peu en plus à faire sur la partie étirement et automassage. Mais vous avez des vidéos d'accompagnement qui sont faites que je vous conseille et je vous dis, voilà, dans le programme, vous faites telle vidéo en plus. C'est des petites vidéos de 5 minutes, mais ça fait la différence par rapport aux étirements et à l'assouplissement du périnée. Et après, ce qui est très important aussi, c'est vraiment de prendre conscience de prendre conscience de quand vous avez un périnée qui est trop tonique. Quand vous en prenez conscience, ça permet aussi de pouvoir vous relâcher. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, bah, en fait, depuis que je fais le programme, je me rends compte que je suis tout le temps crispée au niveau du périnée. Et du coup, vu que je sens mieux mon périnée grâce aux exercices, j'arrive à le relâcher toute seule. Et donc déjà, juste ça, c'est énorme. De se dire, j'arrive à prendre conscience au quotidien que mon périnée se contracte, j'arrive à sentir que je le relâche. Ça change tout parce que du coup, derrière, on reprend des bonnes habitudes et des bons réflexes. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y a un replay. Merci pour le partage. Très clair, instructif, de bons conseils. Super. Pas contente que vous ayez pris plein d'infos. L'urologue propose de me poser une bandelette. Est-ce que ce programme pourrait résoudre les incontinences et éviter cette opération? Je ne suis pas médecin urologue, donc je ne vais pas te donner un avis médical, mais je peux te dire que j'ai plusieurs dizaines de femmes qui ont fait le programme parce qu'elles ne voulaient pas se faire opérer et qui n'avaient plus de problème après le programme. Donc, je ne vais pas vous dire de faire ou de ne pas faire, je ne vais pas vous donner un avis médical, mais je peux vous dire qu'il y a des femmes qui ne souhaitaient pas se faire opérer, qui ont fait ce programme en mode dernière chance sur un malentendu et qui m'ont dit, bah en fait, tu m'as sauvée, quoi. Parce que ça faisait des années que je pouvais plus rien faire, je me sentais pas du tout partante pour l'opération et j'ai plus de problème. Donc, voilà. Ça veut pas dire que ça marchera chez tout le monde, encore une fois. Vous êtes toutes différentes, mais j'ai quand même plusieurs dizaines de femmes pour qui ça a fonctionné. Que pensez-vous des rééducations périphytes? Alors, les sondes comme EMI ou périphytes, c'est des sondes connectées. C'est très intéressant en travail complémentaire. Je pense que si vous avez suivi la conférence, vous avez bien compris que contracter, relâcher son périnée assise ou allongée, c'est loin d'être suffisant. Je pense que vous avez compris que c'est vraiment un accompagnement global qui est efficace. Mais maintenant, pour des femmes qui ne ressentent pas du tout leur périnée, parfois de travailler avec sonde, ça peut les aider à ressentir au début. Ça ne va absolument pas vous empêcher de faire le reste et ça ne doit absolument pas remplacer le reste. Vous devez quand même travailler sur votre posture. Vous devez quand même travailler sur votre respiration et votre diaphragme. Vous devez quand même travailler sur vos abdominaux profonds. D'accord? Vous devez quand même travailler en coordonnant les muscles avec le mouvement. Mais par contre, c'est très intéressant pour la première partie de connexion et de sensation à son périnée. Donc, c'est très complémentaire, mais ça ne remplace pas l'approche que je vous propose. Aujourd'hui, j'ai très peu de symptômes. Est-ce que le programme est adapté? Alors, Sandrine, je vais te répondre avec quelque chose qui m'anime énormément et qui est complètement sous-coté dans les pays occidentaux, qui est la prévention. Je vis et mon message est tourné autour de la prévention. Quand j'ai écrit ce livre, Le guide santé des femmes, je l'ai écrit pour mes petites sœurs en me disant je ne veux pas qu'elles soient comme mes clientes à venir me voir un jour en me disant pourquoi on ne me l'a pas dit. Parce que ce n'est pas une fois qu'on a des troubles qu'il faut s'intéresser à notre corps. Pourquoi est-ce que dans notre société, on attend d'être malade pour changer quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on attend d'être dysfonctionnel pour se dire il est temps de changer? Moi, je me bats pour qu'on apprenne le fonctionnement de notre corps de femme. Pourquoi est-ce que quand je parle de la ménopause, j'ai des femmes qui me disent je ne suis pas concernée, je ne suis pas ménopausée. En fait, si tu es concernée, tu es une femme, tu n'es pas concernée si tu meurs avant, en fait. Mais à partir du moment où tu vas vivre jusqu'à ta ménopause, tu es concernée. Donc, on est toutes concernées par le périnée, on en a toutes un. Il y a 100% des femmes qui auront un prolapsus à 80 ans.
on est beaucoup trop nombreuses à souffrir d'urgenturie, d'incontinence urinaire parce qu'on ne connaît pas notre corps. Donc oui, évidemment que si ce programme-là, abdo-périnée, il pouvait être enseigné en cours de PS pour les filles qui ont 14-16 ans, ce serait génial parce que j'ai aussi des filles qui ont 14-16 ans dans mes programmes parce qu'elles ont des allergies chroniques ou qu'elles sont constipées. Donc évidemment que pour moi, c'est indispensable avant d'avoir des symptômes de s'intéresser à ça. Maintenant, je suis consciente que ça a un coût, c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent, et donc en général, on n'a pas les ressources tant qu'on n'a pas de problème. Mais si vous pouvez faire ce programme et que vous pouvez vous offrir ce cadeau pour prendre soin de votre santé et que vous n'avez pas encore de problème, je vous encourage vivement à le faire. Et j'ai beaucoup de femmes qui ont suivi le programme et qui ensuite l'ont fait faire à leurs filles, en fait, qui étaient adolescentes, pour qu'elles aient les infos le plus tôt possible, qu'elles ne se retrouvent pas plus tard avec des problèmes. Je comprends que le stress a un gros impact sur le périnée, sûrement à l'origine de mon hypertonie, pour laquelle j'ai déjà une rééducation par le passé, mais tant que le stress chronique est là. Alors oui, mais tu peux apprendre avec des méthodes à le détendre, à le relâcher, etc. Et à travailler évidemment en parallèle sur le stress. C'est pour ça que mes coachings, mes accompagnements, ils sont toujours globaux, c'est toujours des accompagnements holistiques. Je vais jamais vous parler que d'un truc, en fait. Je vous parle tout le temps aussi de votre mindset, de la façon dont vous voyez les choses, de votre alimentation. Enfin, toutes celles qui sont dans mes programmes, vous le savez, en fait, on part sur un sujet et après, à chaque fois, je vais creuser beaucoup plus loin parce que j'ai une compréhension globale du corps et aussi parce que je me suis bien rendu compte en 16 ans d'expérience à accompagner des femmes de plus de 40 ans que c'est jamais un truc et qu'il faut toujours avoir une vision globale pour réellement résoudre le problème sur le long terme. Abdo-périnée est vraiment une base pour les autres, les clubs qui savent les programmes. Ouais. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà fait, donc qui connaissent. Alors, est-ce qu'il y a des... Chantal, est-ce que tu as vu passer des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Je ne sais pas si tu as, si tu vu des choses. Moi, j'en ai vu, j'ai essayé de répondre à celles que j'ai vues passer. Plusieurs fois, la question a été posée, savoir s'il y a un code promo. Alors, pour les codes promo, donc je suis transparente et je suis cash, hein, donc je vous dis les choses comme je les pense. Quand vous rentrez dans mon programme pour la première fois, que vous êtes cliente de mes programmes pour la première fois, euh, je, je ne vais pas vous accompagner à moitié. Je ne fais pas de promo sur mes programmes parce que je ne fais pas de rabais sur la qualité de mon accompagnement. Je me forme, je dépense une fortune en formation, je mets à jour mes connaissances, je suis ultra disponible pour vous quand vous êtes dans les programmes, je vous accompagne tous les jours, je suis en visio avec vous, on échange par email au quotidien, etc. Donc, mon programme n'est pas à rabais parce que la qualité de mon accompagnement n'est pas à rabais. Donc, je ne vous fais pas de réduction, mais je ne fais pas non plus de réduction sur mon temps et sur l'énergie et la qualité de ce que je vous propose. Donc, pour moi, le prix de ce programme, il correspond à l'investissement de temps, d'énergie que je mets dans ce programme, à mon équipe aussi, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai des kinés, j'ai des personnes qui m'aident aussi dans le programme, qui sont disponibles aussi pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de global. Cependant, je fais des réductions pour des femmes qui ont déjà suivi des programmes avec moi. Donc, si vous avez déjà acheté un programme avec moi, que vous avez déjà fait Easy Start, par exemple, que vous avez déjà fait Easy Ménopause, que vous êtes membre du club actuellement, dans ce cas-là, oui, vous avez des remises, vous avez 50 € sur le programme. Voilà. Et donc, si vous commencez par l'abdo-périnée et que vous décidez de faire un autre programme avec moi, vous bénéficierez aussi d'un coupon. Mais je ne fais pas de coupon de réduction à l'entrée pour mon accompagnement abdo-périnée et c'est la même chose pour mon accompagnement Easy Start. Donc, voilà, du coup, pour ma transparence sur la partie réduction. Une autre question, Alexia, c'est est-ce que faire pipi accroupi, c'est néfaste? Alors, quand vous êtes complètement accroupi, c'est-à-dire en squat profond, là, le périnée est détendu. Donc, la vessie peut se contracter. Donc, en position accroupie complète, il n'y a pas de souci.
vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais il faut être stable au niveau de vos appuis, parce que si vous êtes en instabilité, les muscles posturaux vont se contracter, et le périnée étant un muscle postural, du coup, il va être contracté. Mais si vous êtes bien stable et que vous êtes accroupi, là-dessus, par contre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez uriner dans cette position-là, ce ne sera pas néfaste. Maintenant, je fais une mini précision parce que je vous ai parlé du pipi sous la douche. Donc, il y en a qui vont me dire, bah, je continue le pipi sous la douche, mais accroupi. Le pipi sous la douche, je le déconseille par rapport à l'eau qui coule. En fait, si vous prenez l'habitude de toujours faire pipi sous la douche, après, quand vous vous retrouvez à faire la vaisselle ou qu'il y a une fontaine, etc., vous allez avoir des urgences urinaires parce que la vessie, au niveau du système nerveux, a associé eau qui coule à vidange. Hein, un peu emmerdant, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle même accroupie, je ne recommande pas de faire pipi sous la douche. Voilà. Mais maintenant, accroupi dans la nature, du coup, ce n'est absolument pas délétère pour votre périnée. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La sédentarité peut-elle aggraver les problèmes posturaux? Alors oui, la sédentarité C'est aggrave les problèmes posturaux. Et également, en fait, quand vous êtes sédentaire, le problème, c'est que bah, vu que vous avez moins de tonicité posturale, vous avez aussi le périnée qui fonctionne moins bien. Donc oui, la sédentarité, c'est un facteur aggravant de troubles du périnée. Certaines participantes ont parlé d'une marinette. Je pense que c'est les marinettes, je crois que c'est les pistes debout, non? Oui, c'est ça. Ouais, je vous en ai Les, parlé tout à l'heure, je vous ai dit les non. urinoirs portatifs, on va dire. Bah, accroupi en squat complet, mais pas en squat à mi-chemin et pas debout. Mais par contre, en position complètement accroupie, bien stable sur ses appuis, oui. Ensuite, on a... Alors, quand tu as parlé d'hydratation, il y a eu, est-ce que boire du citron le matin, c'est bien? Comme d'hab. Question habituelle. Donc, quand je parle d'eau plate sans saveur, je parle d'eau plate sans saveur. Donc, pas de citron, pas de bulle, pas voilà. Eau plate sans saveur. Non négociable. Je suis assez flexible sur pas mal de choses dans mes coachings, dans mes accompagnements en général. Je trouve toujours des compromis, je trouve toujours des moyens d'essayer de trouver des solutions pour vous arranger, etc. Sur l'eau, je suis une dictateur. Et littéralement, voilà, il y a tolérance zéro, de l'eau, c'est de l'eau. Donc je suis voilà, là-dessus, je suis pas flexible. Mais sur le reste, je le suis. Mais beaucoup moins là-dessus. Quel est le conseil pour aller aux toilettes quand on est toute la journée au bureau? Bah, faut essayer d'y aller toutes les 3 heures quand on est toute la journée au bureau, d'essayer de boire toutes les heures, de se lever régulièrement pour marcher et d'aller aux toilettes à peu près toutes les 3 heures. Et après, pour le côté propreté, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir toujours un petit spray désinfectant avec vous et des mouchoirs. Et en fait, quand vous arrivez aux toilettes, vous mettez du spray désinfectant sur la cuvette, vous essuyez avec le mouchoir et ensuite vous posez les mouchoirs pour vous asseoir. Parce que c'est vraiment important de vous asseoir pour uriner. D'accord. Donc, petit kit sanitaire dans le sac à main. Si Alors, jamais. je sais que tu as parlé de la sonde périphérique et EMI. Est-ce que tu as parlé de l'œuf de Yoni? Ah, les Odioni. Alors, moi, je sais pas. Je suis moins. Je suis un peu plus flexible que les kinés et que les comités médicaux par rapport à ça. Si on regarde la littérature médicale, scientifique, ils sont contre. Ils ont tendance, voilà, à dire non, c'est soit des sondes adaptées ou voilà une rééducation, quoi. Après, moi, j'ai des femmes qui utilisent les Odioni et pour qui ça a aidé, ça a été un complément. Donc, un peu comme les sondes, ça va absolument pas faire tout le travail. Maintenant, si vous observez que ça vous aide, voilà. Mais sachez que la littérature scientifique et les recommandations scientifiques sont contre. Donc, ne recommande pas. Ça fait pas partie des recommandations. Voilà, pour les Odioni. Je vois Elodie qui parlait du diastasis. Est-ce que le diastasis dû à la grossesse a un impact sur le périnée? Oui. Quand vous avez un diastasis, donc pour celles qui ne savent pas, diastasis, c'est la séparation de la ligne blanche au niveau des abdominaux.
superficielle, donc au niveau des grands droits. Et donc, quand on a après une grossesse, par exemple, voilà, on a une séparation de cette ligne et parfois, dans la majorité des cas, elle se remet toute seule et dans certains cas, elle ne se remet pas, elle ne se retonifie pas. Donc, dans ce cas-là, c'est très important de faire un travail du transverse pour pouvoir retrouver de la tonicité et du soutien par rapport au fait que la ligne blanche soit séparée. Et effectivement, ça vient déstabiliser le transverse et les abdominaux de façon générale quand on a une ligne blanche. Donc, ça peut déstabiliser aussi le périnée. Donc, ça va vraiment dépendre de votre transverse. Si vous avez un transverse qui est très fonctionnel et que vous avez un diastasis, ce ne sera pas gênant parce que le transverse fonctionnel va vraiment prendre le relais. Par contre, si vous n'avez pas un bon transverse et que vous avez un diastasis, là, ça peut vraiment impacter le périnée. Pensez-vous qu'il y a une importance de s'intéresser aux fascias autour de la vessie et du périnée? Oui, oui, bah, c'est pour ça qu'on fait un travail aussi, nous, sur l'automassage et sur la mobilité du petit bassin. Parce que bah, les fascias jouent aussi un rôle, et tout est lié, hein. Les fascias, c'est vraiment des reliants, hein. C'est vraiment les tissus qui relient absolument tout dans votre corps. Donc, quand il y a des adhérences, suite par exemple à des épisios, moi j'ai des femmes qui ont eu des épisios il y a 30 ans, qui avaient encore des adhérences, et du coup, au niveau du périnée, et qu'on a réglé dans le programme avec de l'automassage, etc. Mais donc, quand on a des adhérences, bah, les fascias, les fascias vont être plus instables et donc ça va jouer sur les douleurs, ça va jouer sur les fonctions de coordination et de contraction de vos muscles. Donc oui, tout est lié. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les choses de façon individuelle. Il faut vraiment prendre le tout en charge et avoir une approche globale pour pouvoir bien solutionner tout, quoi. Est-ce que le programme est vraiment adapté si on n'a pas une bonne condition physique et du surpoids? Alors, si vous êtes vraiment en très mauvaise forme physique, les 4 premières semaines, vous n'aurez pas trop de soucis. Les 2 dernières semaines, vous allez un peu en baver parce que bah, à la fin, on fait des abdos, donc c'est plus. À la fin, c'est de la musculation douce. Alors que sur le début, on est vraiment sur un travail de coordination, on est sur un travail très, très doux. Donc, en général, celles qui ont une mauvaise condition physique, mais vraiment, voilà, qui ne sont pas en forme, on adapte la fin du programme. C'est-à-dire que je vous donne des exercices qui sont un petit peu plus faciles pour que vous puissiez quand même terminer le programme. Mais ensuite, ça permet de mettre en évidence ce qu'il faut travailler. Et je vous donne aussi des exercices pour travailler ce qui a besoin d'être travaillé pour pouvoir finir correctement le programme. Donc souvent, je vous partage des petites séances de renforcement musculaire au niveau des épaules, au niveau du dos, etc. pour que vous puissiez terminer le programme. Est-ce que le programme comprend aussi la rééducation des habitudes, le fait d'aller trop aux toilettes, de boire trop de café, etc., ou est-ce seulement la gym? Non, on travaille aussi les habitudes. Il y a, dans les bonus et du programme et dans les discussions, on parle de tout ça. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a un rendez-vous particulier avec moi avant de commencer le programme pour identifier les problèmes? Alors, vous n'avez pas un rendez-vous particulier avec moi parce que pour ce prix-là, c'est impossible de vous proposer un échange en individuel, en visio ou en appel. Mais par contre, vous avez un questionnaire qui est très, très, très précis avec beaucoup de questions pour que je puisse vraiment savoir quel est tout votre passé et quels sont vos sujets et vos troubles et votre problème. Donc, j'ai connaissance des dossiers de chacune d'entre vous, mais je ne le fais pas avec des rendez-vous en visio parce que c'est pas gérable. Aussi parce que je suis très bavarde et que j'y passerai des heures parce qu'on papoterait de plein de choses et donc du coup, c'est pas possible. Mais voilà, il y a quand même le suivi individuel avec des questionnaires personnalisés et vous avez un accompagnement qui est individuel. Oui. Je prends un traitement pour l'hyperactivité de la vessie. Faut-il arrêter le traitement pendant le protocole? Non, on peut le continuer et travailler en parallèle sur l'hygiène de vie, les habitudes, etc. Et ensuite, éventuellement, à la fin du programme, essayer de diminuer le traitement et voir s'il y en a encore besoin. Et peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura plus besoin. Mais vous avez vu, quand on a parlé du traitement de l'hyperactivité de la vessie, c'était au moins 6 semaines de travail sur les bonnes habitudes, hein. Donc, du coup, il faut vraiment faire voilà, ce travail-là pendant le programme et ensuite voir dans un second temps pour diminuer le traitement avec avis médical à chaque fois qu'il y a une diminution d'un traitement quelconque que ce soit. Il faut que vous en parliez aussi en parallèle avec votre médecin. C'est quoi le club? Bah, du coup, ce que je disais tout à l'heure, j'ai donc plusieurs formules d'abonnement. Et donc, le club, c'est l'accompagnement global que je vous apporte.
mais qui ne contient pas le programme Abdo-Périnée et qui ne contient pas non plus le programme EasyStart. Donc, ces deux protocoles, Abdo-Périnée et EasyStart, sont vraiment des programmes à part. Quand vous les achetez, vous y avez accès à vie. Alors que le club, c'est un abonnement mensuel et je rajoute du contenu toutes les semaines. Vous avez des visios avec moi, du coaching, mais on n'est pas sur le périnée purement, on n'est pas non plus sur la reprise du sport, on est plutôt sur de l'hygiène de vie globale. Donc voilà, c'est un accompagnement complet. Vous pouvez aller voir sur mon site si vous voulez. Vous verrez, il y a les trois programmes, donc vous pouvez lire le contenu des trois programmes et vous verrez tout le détail du club. Et donc voilà, c'est vraiment trois programmes qui sont très différents. Vous ne trouvez pas dans un ce que vous avez dans l'autre. Donc voilà, il n'y a pas de doublon, quoi. Est-ce que le programme Abdo-Périnée est suffisant sur 6 semaines ou bien faut-il poursuivre une partie du programme pour conserver les bénéfices? Ça dépend des personnes. Il y en a, c'est largement suffisant. Elles n'ont plus besoin de faire du tout de vidéos du programme. Il y en a qui ont besoin d'en refaire, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit au cas par cas, en individuel, à la fin du programme. Certaines pour qui je vais du coup faire un programme sur mesure avec les séances du programme à continuer, etc. D'autres pour qui il n'y aura plus besoin. Donc ça, c'est du cas par cas. C'est ce qu'on voit quand on échange sur vous en individuel, quoi. On adapte ça. Donc, ça dépend, encore une fois, si c'est des incontinences mixtes avec un travail sur les urgenturies. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur les hormones? Est-ce qu'il y a un travail à faire uniquement sur le périnée? Et en fonction de la cause et de comment vous avancez dans le programme, parfois c'est largement suffisant, parfois il faut faire encore un peu et c'est la raison pour laquelle le programme il est accessible à vie. C'est-à-dire que même si vous avez besoin de refaire plusieurs fois, etc., même si l'accompagnement se poursuit avec moi après les 6 semaines, vous ne payez plus, vous avez accès à vie à l'ensemble du programme. Est-ce trop si je vais en parallèle en salle de sport car besoin de renforcer mes muscles? Oui et non. C'est-à-dire que ce que je recommande pour les filles qui font du renforcement musculaire ou qui sont membres du club ou qui sont sur d'autres programmes avec moi ou d'autres programmes pas avec moi en parallèle du programme abdo-périnée, la condition, c'est s'il n'y a pas d'incontinence qui se lie à la pratique sportive, on continue, il n'y a aucun problème. Mais par contre, s'il y a des incontinences liées à la pratique sportive, on évite d'aller au niveau d'incontinence en même temps que le programme. Parce que quand on a des incontinences pendant une pratique sportive, ça veut dire qu'on demande une contrainte au périnée supérieure à ce qu'il est capable d'absorber. Et le problème, c'est que si vous faites ça pendant que vous faites le programme ne va pas servir. Parce que votre périnée ne peut pas se renforcer s'il est sursollicité en parallèle. Donc, tant qu'il n'y a pas d'incontinence, vous pouvez garder votre pratique sportive en parallèle du programme. À partir du moment où il y a des incontinences, il faut soit alléger la pratique sportive. Par exemple, moi, j'ai des filles qui avaient des incontinences quand elles couraient, mais c'était que quand elles couraient plus de 5 km. Donc, pendant la durée du programme, elles ont continué à courir, mais elles sont restées en dessous de 5 km. Donc, voilà, c'est pour vous donner un exemple. Mais dans l'idée, vous pouvez tout à fait continuer à condition que ça ne génère pas de fuite. J'ai été opérée d'un prolapsus rectocèle et cystocèle il y a 1 an et je ne sais pas si je peux suivre le programme pour travailler le périnée maintenant. Ah si, si, bah si, évidemment. Évidemment. Normalement, c'est ce type de programme-là, vous devez le faire dans l'idéal avant l'opération et ensuite 6 à 8 semaines après l'opération. Comme ça, avant, ça permet de bien préparer et après, ça permet de bien récupérer. Donc là, 1 an après, il est plus que temps. Dois-je d'abord traiter mon burn-out avant de traiter mes fuites urinaires d'urgence et d'effort? Non, parce que les deux vont aider en fait. Parfois, le fait de prendre du temps pour s'occuper de soi quand on est en burn-out et de suivre un programme comme ça, où on est épaulé, soutenu, ça fait du bien et ça aide aussi à s'autoriser à prendre du temps pour soi, ce qui fait partie, je pense, de la reconstruction quand on est en burn-out. Euh, Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, hein. Après, bon. si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, ou des questions qui sont plus personnelles, que vous n'avez pas forcément envie que j'y réponde là devant tout le monde, envoyez-moi un email avec vos questions et j'y répondrai. Donc voilà, n'hésitez pas si pour toutes celles qui vont regarder en replay, qui n'auront pas pu poser leurs questions, ou si j'ai pas eu le temps de traiter vos questions, euh, envoyez-les moi sur mon email. Il suffit de répondre au dernier email que vous avez reçu de moi
d'accord? Ou vous répondrez à l'email que je vous envoie demain matin avec le replay, l'un ou l'autre, comme vous voulez, en me mettant vos questions, ou sinon vous écrivez à support@alexiacornu.com. Donc, dans tous les cas, je recevrai et ça me permettra de pouvoir vous répondre de façon plus personnalisée si jamais vous avez voilà, des questions à me poser avant de rejoindre le programme, que vous n'êtes pas sûr, que vous hésitez. Ce sera l'occasion de pouvoir voir ça ensemble. Est-il possible de s'inscrire après la date limite du programme Ado-Périnée? Alors, si vous vous inscrivez après la date de dimanche, vous allez vous inscrire à la prochaine cohorte qui est dans 2 mois, en gros. Donc, évidemment qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez vous inscrire après, mais c'est juste que vous n'aurez pas la cohorte qui commence lundi. Parce que bah, quand on commence, on commence. Et moi, je coupe les inscriptions. En fait, je me dédie à 100% à celles qui rejoignent parce que bah, j'ai tous vos questionnaires à lire, tous les lives à préparer. Enfin, voilà. Et je suis là pour vous suivre et vous accompagner. C'est la raison pour laquelle je fonctionne par cohorte, c'est pour pouvoir faire un suivi de qualité. Donc, si jamais vous loupez l'inscription là, bah, ce sera pour la prochaine cohorte. Voilà. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, le programme n'est pas en réduction. Il n'y a pas d'offre, il ne disparaît pas. Je suis totalement transparente avec vous. Il y a pas, je ne vais pas vous mettre le couteau sous la gorge. J'estime que quand on a des troubles du périnée, on souffre suffisamment. On n'a pas besoin qu'on nous rajoute une pression supplémentaire. Donc, soit c'est le bon moment pour vous et je serai très heureuse de vous accompagner, soit c'est pas le bon moment et c'est pas grave. Le prix n'évoluera pas et vous pourrez le faire plus tard. C'est juste que bah, du coup, vous allez traîner ce problème-là plus longtemps, quoi. Mais là-dessus, il y a pas d'évolution. Donc voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas, encore une fois, à me poser vos questions si jamais j'ai pas eu le temps d'y répondre ce soir. Et un grand merci à toutes parce que vous avez été très chouettes. Vous avez bien joué le jeu, donc ça c'est cool. Et puis bah, merci pour vos questions parce que ça aide certaines qui n'ont peut-être pas osé poser leurs questions. Donc merci à toutes celles qui ont posé des questions. Merci pour votre présence. Merci pour bah, tous les petits messages trop chauds que vous m'avez envoyés. J'ai vu que la conférence vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses ce soir et j'en suis très heureuse parce que c'est l'objectif. Quand j'ai décidé de proposer ce type de masterclass, c'était aussi pour pouvoir apporter des informations et du contenu aux personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir mes programmes. Et donc, je voulais pouvoir proposer quand même du contenu et des solutions pour les personnes qui ne peuvent pas rejoindre. Et puis, bah, pour celles qui peuvent rejoindre, bah, hâte de vous retrouver lundi en direct pour commencer l'aventure. Voilà les filles, merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.